Écoutez, voilà, je viens de lancer sur Facebook. D'accord. Est-ce qu'on attend un peu qu'il y ait des participants? Oui, effectivement, parce que là, sur Zoom, il n'y en a pas beaucoup. Généralement, bah, ils arrivent un tout petit peu en retard. OK, on attend un peu. C'est vous qui me dites quand on commence. On va attendre 5 minutes. Là, voilà, il y a des personnes qui arrivent. Bonjour, bonjour, monsieur Alaoui. Bonjour, Mohamed. Oui, شوية. Oui, خصك عاد تشد الباب ولا شنو؟ لا نعم بقى شي شوية ما بقاش بزاف. كاين شكاع القناة. ايوا صافي دونك ملي نكمل نقدر نخرج يعني كاين شكاع يشد الباب. ايوا صافي. يلا تبقى على خير الله يبارك فيك ميرسي بوكو. Désolé, le micro était ouvert. Il est 14h02. Nous avons toujours, on est à 5 sur Zoom. Je viens de lancer sur Facebook. Et sur Facebook, on est à peu près une trentaine sur Facebook. Si ça ne vous dérange pas, on va attendre 3-4 minutes. À Il n'y a pas de problème. 14h05, voilà, à 14h05, on va démarrer. OK. C'est ça, là, comment ça se passe au Canada? C'est comme on commence à déconfiner peu à peu. C'est bien. Donc, moi, la semaine prochaine, je vais avoir le premier déplacement. D'habitude, je travaille à partir d'ici. Je donne de la formation et du consulting à partir d'ici. Mais on espère que ça ira de mieux en mieux. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Je vais aussi m'excuser pour la dernière fois parce que je comptais 4 heures de déplacement. La dernière fois que j'ai fait une conférence, il y avait 4 heures de décalage horaire. La dernière fois, quand j'avais donné rendez-vous, je pensais que c'était 4 heures aussi, mais c'était rendu 5 heures, mais je ne savais pas. Donc, je vais m'excuser après auprès du public quand on va commencer le Zoom et expliquer que c'est rare qu'on change l'heure je ne savais pas. C'est vrai, c'est vrai. Au Maroc, on a cette particularité. Il y a un changement d'horaire au mois de Ramadan. Donc, dès qu'il arrive le mois de Ramadan, on régresse, on revient à GMT. Et à la fin de Ramadan, on ajoute, on est GMT plus 1. Ce qui fait Oui, ce décalage. ça m'a surpris. Et quand Cédric m'a dit c'est quoi l'horaire, j'ai calculé -4 chez moi. D'accord, ça explique alors, ça explique parce qu'on était j'avais une surpris. formation en ligne en même temps. Et moi, je pensais, chez nous, c'est 16 heures. Pour vous, c'est
Je pensais à 16 heures, quand je finis, je vais passer directement à la conférence. Voilà. Mais là, j'avais encore 1 heure à donner dans l'autre formation. J'étais un peu, je ne savais pas quoi faire, puis on a reporté finalement. Il n'y a pas de souci. Mais quand ça va commencer, je vais demander des excuses aux gens qui nous suivent. Expliquer un peu pourquoi ça s'est passé comme ça. Ouais. De toute façon, moi, ce que je remarque, c'est que là, au Maroc, il n'y a pas un déconfinement total. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'état d'évolution. C'est qu'aujourd'hui, ils ont défini 2 zones. Donc, il y a zone 1 et zone 2. Zone 1, de toute façon, je ne me rappelle pas très bien, de toute façon, une zone où il y a le confinement continu, les règles de restriction continuent à être comme il était avant. Et il y a deuxième zone qui, a un petit peu, qui a connu une amélioration de la situation et où ils ont assoupli le déconfinement. Donc, voilà, donc il y a une reprise d'activité. Bon, un début de reprise d'activité, pas à 100% du tout, mais de toute façon, il y a une reprise. C'est partout comme ça, je pense. Même ici, au Canada, au Québec, Montréal est encore... il n'y a pas de confinement. Par exemple, pour créer une salle de formation, c'est possible à la ville de Québec, mais pas à Montréal encore. Ah, donc, ils vont y aller par zone de risque. Et c'est normal, je pense. C'est normal de ne pas restreindre. Ce n'est pas une punition quand même, c'est juste un ajustement. Et les zones où se trouve plus de risques, c'est sûr, elles seront plus restreintes, plus réglementées. C'est tout à fait normal. Oui, ça fait sens. Ça fait sens. Ça fait sens de démarrer avec précaution. Parce que là, avec la maladie, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri que ça. On a peur de la deuxième vague encore. On attend une deuxième vague. On a peur de ça, oui. Il y a beaucoup de gens qui disent faites attention, même si vous êtes totalement guéri, il peut y avoir une deuxième vague. Oui, le Maroc, comme la Tunisie, il souffre beaucoup à cause du tourisme aussi. Donc, on ne sait pas. D'une part, maintenant, les hôtels tunisiens sont vides. C'est normal, c'est partout. Et puis, il y a une baisse. Mais est-ce qu'avec cette baisse, on va reprendre les Européens? C'est vrai. C'est un peu risqué. Oui, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Je dis bonjour à tout le monde qui commence à nous rejoindre. Bonjour Anas, rebonjour Si Mohamed Tchish, Mohamed Bouhadou, Nordin, bonjour. On est un tout petit peu une dizaine de personnes sur Zoom. Là, on est une trentaine de personnes. Mais écoutez, c'est ça là. Si moi ce que je vais suggérer, c'est qu'on démarre notre session. Oui. Voilà, qu'on démarre notre session comme on a prévu. Il est déjà 14h08. Moi, je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont nous rejoindre. Bon, il y a certains qui sont déjà sur Facebook. Il y a il y a quelques-uns qui sont sur Zoom. Et on a d'autres qui vont nous rejoindre plus tard. De toute façon, ce sera enregistré. Et puis, les personnes qui n'y arriveront pas, écoutez, ils pourront regarder plus tard. Ce qui compte, c'est qu'on arrive à donner l'information correcte. Exactement, oui. De toute façon, on aurait aimé qu'on ait un petit peu plus de monde. Comme ça, on va enrichir le débat avec les questions, avec les commentaires. Mais de toute façon, je suis certain qu'il y a d'autres personnes qui vont nous rejoindre en cours de chemin. Écoutez, sans trop tarder, je vais ouvrir la session vraiment rapidement en remerciant Salah qui nous parle du Québec. C'est si je me permets l'expression, c'est un habitué. Il a eu l'amabilité, la générosité de nous accompagner à travers cette période de confinement. Et déjà, il nous a accompagné à travers une session avec un webinaire qui a eu un très bon effet et un engouement de la part de l'audience, des participants. Aujourd'hui, en récidive, on fait appel à lui pour nous parler aussi encore une fois du changement de crise, changement de sortie cette fois-ci, sortie de crise, parce que vraiment, c'est quelque chose qui est très important. C'est vrai, de toute façon, c'est clair, quand il y a eu la pandémie,
c'était une crise, c'était un changement, mais j'ai l'impression que c'était quelque part et c'était facile. Mais aujourd'hui, il y a un autre type de changement. Là, on doit reprendre l'activité pendant une période qui est claire, qui n'est pas évidente, qui n'est pas facile, ni au niveau psychologique, ni au niveau attitude, ni au niveau environnement économique. Écoutez, sans tarder, moi je donne le micro, si Salah, pour qu'il prenne la relève. Monsieur Salah. Merci beaucoup, Monsieur El-Hassani. Merci à vous tous d'être présents. Merci pour à ceux qui nous suivent, qui vont discuter avec nous en Zoom. Merci à ceux qui nous suivent à partir du site en direct. D'abord, je voudrais m'excuser. C'est ma faute. On avait prévu une séance le 10 juin. On n'a pas pu à cause d'une mauvaise interprétation de ma part du décalage horaire, car j'avais fait ici une autre conférence où le décalage était 5 heures. J'ai projeté et donc quand on m'a contacté, j'ai calculé mon temps, mais le temps n'est plus 4 heures, mais 5 heures. Maintenant. Et je me suis trouvé comme en retard d'1 heure et donc on a préféré reporter. Je vous présente mes excuses. Maintenant, pour ce qui est de cette conférence aujourd'hui, je vais partager avec vous mon écran. C'est en fait une suite. La dernière fois, on avait vu ensemble quel leadership il faut avoir en période de crise. On a vu beaucoup de leadership agile. On a vu aussi comment créer un comité ad hoc et puis gérer les changements jour par jour, puis ne pas tomber sous un seuil de viabilité. Maintenant, on me pose souvent la question, OK, d'accord, on s'en sort quand même assez bien, mais qu'est-ce qu'on fait est-ce que la vie redeviendra comme avant? Est-ce qu'on a besoin maintenant de plus d'habiletés ou des habiletés autres pour pouvoir réussir ce changement-là? C'est pour ça que j'ai préparé cette conférence-là. Je ne vais pas me représenter beaucoup parce que je pense que maintenant on se connaît. Je suis consultant d'origine tunisien et canadien aussi. Je vis au Canada avec ma famille. J'ai dirigé, maintenant je suis plus électron libre, un bureau de consultant en adolescent pendant 10 ans. Et aussi, j'ai eu beaucoup de travail dans la société civile, que ce soit québécoise ou tunisienne. Maintenant, vous connaissez les règles. Monsieur El-Hassani, vous êtes déjà, comme vous savez, vous avez déjà participé à d'autres. Donc, on préfère que ceux qui soient là écrivent leur nom complet pour qu'on puisse s'adresser à eux avec un nom complet. Pour poser une question, vous pouvez lever la main, vous pouvez la poser vocalement. Vous pouvez aussi l'écrire sur le chat, rien que pour ne pas l'oublier. Nous, on fera comme une lecture à la fin du chat pour voir si on a oublié personne. Gardez votre micro éteint si vous n'avez pas à parler et l'allumez quand on vous donne la parole ou quand on vous demande de poser votre question. Puis, gardez votre appareil électronique éteint et loin de vous afin d'éviter le bruit de résonance acoustique. Et vous êtes, mesdames, messieurs, enregistrés. Alors, c'est quoi le but, l'objectif de cette conférence? C'est d'abord développer, dans ce contexte nouveau, comment développer notre vision future de sortie. C'est sûr que la vision, elle part de mes valeurs, elle part de ma réalité, elle part de mon environnement. Comment mettre ça en place? C'est quoi qu'il faut imaginer pour le futur? Et j'aimerais qu'on s'inspire de la stratégie du dauphin. On va parler de ça, la stratégie du dauphin. Ensuite, comment mettre en place les changements et puis partir d'ici avec un plan d'engagement, votre plan d'engagement pour que vous puissiez réussir vos changements, vous adapter à la nouvelle donne. Alors, ce qu'on va voir l'état des lieux maintenant, la stratégie du dauphin, j'en parle, mais c'est important de la connaître un peu. Qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on ne change pas? On nous a dit qu'on va beaucoup faire de changements après crise, mais est-ce qu'on change tout? Non. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut adapter? Et puis, ce qui change, comment l'implanter? Et puis, vous, là, est-ce que vous êtes prêts à ça? Chacun de vous, dans son entreprise, vous êtes des dirigeants d'entreprise ou des cadres d'entreprise, êtes-vous prêts à ce changement-là?
Alors, c'est les 5 parties de ma conférence. Et on va commencer, bien sûr, par l'état des lieux. Alors, vous vous souvenez, ben, j'espère que vous avez suivi ma première conférence, parce que ça va aider à comprendre celle-là. Alors, ce que j'avais fini par dire, c'est que la nouvelle, la bonne, il y a 2 nouvelles, une bonne et une moins bonne. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'humanité vaincra ce virus, ça c'est clair, et que la grande majorité des humains s'en tireront indemnes sans problème. La nouvelle la plus dure, c'est qu'il y aura maintenant d'autres crises, d'autres changements qui appelleront d'autres changements. Ça veut dire ça a déclenché un peu l'ère des changements, pas seulement du point de vue santé, économique, structurel et tout ça. L'humanité maintenant va prendre un rythme de changement beaucoup plus grand. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Donc, ça va prendre de nouvelles compétences, de nouvelles prédispositions déjà. Alors, c'était ça la conclusion qu'on avait vue lors de leadership de crise. On va aller du calme à l'agitation, ça veut dire de la mer calme ou vers des vagues. Mais est-ce que vague, c'est forcément mauvais ou bon? On va voir, c'est pour certains une menace, pour d'autres, c'est une opportunité. Par exemple, le dauphin, il aime ça, les vagues, parce qu'il surfe sur la vague. Les gens qui font du surf, ils aiment les vagues, ils aiment la mer agitée. Alors, maintenant, on a dit qu'il est difficile maintenant de faire des stratégies 4-5 ans. C'est vraiment difficile de planifier ce qui va se passer, parce que lorsqu'on planifie, on veut reproduire du passé. Maintenant, ce qu'on dit, c'est que le futur ne sera jamais comme du passé, il sera différent. Personne n'est capable de savoir exactement de quoi est fait le futur. Et ce qu'on sait, c'est que si tu n'es pas capable, un bon dicton que j'aime beaucoup, si tu n'es pas capable de prévoir le futur, tu n'as pas la boule de cristal, alors il vaut mieux le créer toi-même. Ça veut dire créer, c'est quoi que tu veux faire dans le futur, puis le mettre comme un objectif, un rêve, puis le réaliser, au lieu d'attendre ou d'essayer de planifier qu'est-ce qui se passera. Alors, on ne parle plus de stratégie à long terme, c'est désuète. Même maintenant, les entreprises ne parlent plus de ça. S'ils arrivent à voir un an, c'est beaucoup parce que les clients ne sont plus fidèles, les fournisseurs aussi ne sont plus fidèles, les marchés ils bougent beaucoup, le côté sanitaire et tout ça, c'est difficile de bâtir sur le passé. On peut bâtir sur les compétences passées, on peut bâtir sur notre force passée, mais on ne peut pas bâtir sur les résultats passés. Les résultats, c'est ça le plus grand changement. Et les techniques habituelles de gestion aussi, d'administration, on avait dit que c'est un peu désuet, c'est difficile de se baser dessus parce que, par exemple, on nous a appris que pour prendre des décisions, il faut avoir toutes les informations. Maintenant, tu n'as jamais toutes les informations. Il y a toujours des informations manquantes. Alors, est-ce que c'est réaliste de prendre des décisions dans un manque? Non. Donc, c'est un autre mode de gestion qu'il est important d'apprendre pour le futur. Et aussi, les structures. Les structures aussi, ben, écoute, les attentes, les silos et tout ça. Ben, c'est sûr qu'on a vu qu'en pleine crise, on a enlevé tout ça. On a mis un comité de guerre qui va tout faire avec toutes ces personnes-là présentes dans le comité de guerre, comme tous les gouvernements dans la période de crise. Il y a la personne, le directeur général ou le chef ou le président ou le roi, ou, ben, les premiers responsables, mais il y a aussi les médecins, il y a aussi les syndicats, il y a aussi tous les organismes. Et donc, ils doivent agir ensemble parce que nul ne peut prendre des décisions sans prise de connaissance du milieu médical, du milieu syndical, du milieu technologique, des milieux aussi de ce qui se passe avec nos voisins. Donc, on a vu que ça, c'est désuet lorsqu'on était en période de crise. Alors, et puis, on a vu que tout était changeant, tout était mouvant. Les informations, ils bougeaient tout le temps. C'est quoi le pays ouvert? Et même maintenant, on n'est pas sorti de là. C'est quoi les pays qui sont maintenant? Est-ce que c'est guéri, c'est pas guéri? C'est quoi la zone 1, zone 2, zone 3? Puis quelqu'un. Ensuite, le message est ambigu. C'est quoi la différence entre zone 1 et 2? Ben, tu peux avoir 2 responsables qui expliquent ça. C'est ambigu, c'est pas toujours clair dans des zones d'incertitude. Ensuite, la décision est complexe parce qu'on ne peut pas prendre une très bonne décision qui satisfait tout le monde. On va toujours sacrifier, par exemple, pour nous assurer de la sécurité, on va sacrifier l'économie. Pour améliorer l'économie, est-ce qu'on doit sacrifier un peu, prendre quelques risques? Donc, la décision est très complexe et puis elle ne se fait pas par une seule personne comme avant dans la mer calme. Maintenant, on est en mer agitée
et ça devient complexe et même la solution est incertaine. Tu ne peux pas être sûr et certain qu'en prenant telle solution, il y aura tel impact, tellement c'est agité. Ça, c'est d'après c'est l'acronyme VUCA, volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté, qui caractérise les temps de guerre, les temps de grande crise. Et je me suis inspiré de ça pour aller trouver comment, pendant la période de crise, on est toujours en résumé de la dernière fois, mais qui est important, comment cette volatilité-là devrait nous donner une plus grande flexibilité de la décision. Ça veut dire tous les jours, on a vu que les gens se rassemblaient pour prendre des décisions. Ce n'est pas la semaine, les réunions, c'est tous les jours, puis on prend des décisions très importantes. L'incertitude, étant donné qu'on est incertain, il vaut mieux qu'on soit plusieurs. Donc, le président de compagnie, ses directeurs, c'est important qu'ils vont se mettre d'accord pour impliquer tout le monde. C'est important, on a vu que c'est complexe parce que tout change. Donc, au moins, si on ne sait pas des dates, si on n'est pas capable des dates, au moins on donne les principes. Qu'est-ce qu'on va privilégier en premier, en deuxième, en troisième? Et puis, donner un seul message, ça c'est important pendant la période de crise. On a vu ça, et puis on a créé avec ça un comité dans la précédente conférence, et puis on a vu que le but, c'est de ne pas tomber sous un seuil de viabilité qui est rouge, la ligne rouge, parce que le but, c'est de ne pas arriver à la perte d'un employé clé qui connaît la recette, vos recettes, ne pas perdre des partenaires ou des fournisseurs qui sont très bons pour vous, et puis perdre ce fournisseur va vous coûter cher en équipement ou en matières premières, et puis ne pas perdre un client important à cause que la douane ou la France ou tel pays ou le Maroc, les douanes ne fonctionnent pas. Donc, il fallait prendre des décisions tous les jours, instantanées, afin de pouvoir faire face à tout ça. Alors, maintenant, ça, c'est la crise. On est arrivé, je pense, dans la plupart des pays, dans comme le fond de la piscine. La plupart des gens, maintenant, sont en train de rebondir. Et là, la question qui se pose maintenant, c'est cette partie jaune, c'est là où on se trouve. Alors, est-ce que là, on va viser à revenir? Là, maintenant, on commence le nouveau. Est-ce qu'on va revenir à la stabilité comme avant? Est-ce qu'on va trouver un autre équilibre, une nouvelle gestion? Et c'est ça la question à répondre. C'est quoi le nouvel équilibre à mettre en place? Alors, c'est pour ça que je vais vous parler de la stratégie du dauphin et la comparer avec la stratégie du requin et la stratégie de la carpe. Alors, on sait que la carpe, ça, c'est pas très connu dans les pays maghrébins, mais dans les pays des Grands Lacs, la carpe, c'est un poisson, un gros poisson, d'une certaine discrétion, et souvent muet, ne parle pas immobile. Il aime les eaux stables, les eaux qui ne bougent pas. La carpe fuit le changement, n'aime pas beaucoup le changement et l'engagement et préfère le comportement d'évitement. Donc, il y a un problème, elle l'évite. Elle n'aime pas n'aime pas se bagarrer. Elle n'aime pas avoir des conflits avec des gens. Quand il y a un problème, elle laisse aux autres. OK, prenez-vous, moi, je n'ai pas besoin. Donc, elle ne réagit pas, elle n'a aucune agressivité et donc n'aime pas quand les autres sont troubles, ça la tue de peur. Par contre, le requin, lui, il aime le trouble parce que c'est un prédateur et plus il y a du trouble, plus ça bouge de poissons autour de lui et il cherche des conflits, il a de l'appétit, une ambition sans limite et sans éthique. Ça veut dire tout est bon à manger, tout ce qui bouge est bon à manger. Il est prêt à dévorer son prochain, il est prêt à dévorer parfois même ses semblables pour gagner. Donc, c'est une attitude qu'il pense gagnante. Avec les deux, il y a toujours une sorte, ce qu'on appelle un perdant et un gagnant. Donc, la carpe, dans le conflit, elle peut se sacrifier parce que, de toute façon, elle ne fera jamais du mal à personne. Et le requin, lui, écoute, il va toujours frapper le premier parce que c'est la jungle. Le seul va subsister la personne ou le poisson le plus fort. Donc, donc le poisson mange le poisson et celui qui est le plus faible, il mourra. C'est un dicton arabe, je ne sais pas si vous le connaissez. Maintenant, voyons le dauphin, il est adapté aux circonstances, il est guidé par son instinct vers sa destination. Lui, il est spécial, le dauphin, en disposant de plusieurs outils adaptés de navigation.
La navigation, ça veut dire quoi? C'est pas comme le requin, il se dirige en ligne droite, tout ce qui se trouve euh, sur son chemin est considéré comme une victime, comme un gibier. Non, lui, là, il aime naviguer, il aime utiliser les vagues, il aime les changements, mais les changements, pour lui, c'est pas pour les provoquer, il les utilise pour s'amuser et aussi pour vivre bien avec les changements. Alors, il est guidé par son instinct vers sa destination en disposant de plusieurs outils adaptés de la navigation. Donc, lui, il ne planifie pas, il navigue. Donc, la planification, c'est dire, ben, écoute, tel jour, je serai là, d'autres jours et tout ça. Ben, c'est en ligne droite. Et lui, il dit, ben, écoute, je vais voir demain, je vais encore revoir la situation en fonction des vagues, en fonction de la situation, en fonction du froid. Je vais m'adapter et il a développé des outils de navigation. Les outils de navigation, ils permettent toujours d'avoir un œil sur ce qui se passe, puis de prendre des décisions de navigation. Alors, il est donc plus adapté au changement. Le requin, il aime le changement, mais lui, il le prend de force. Lui, c'est quelqu'un que tous les deux pensent qu'on est dans une pénurie, la carpe et le requin. Alors, la carpe dit, on est dans une pénurie. Je pourrais survivre avec le minimum garanti, elle n'est pas ambitieuse. Car je ne veux pas de problème. Je me soumets aux règles. Je n'ai pas les moyens de faire plus. Je n'ai pas les moyens de dévorer les autres. Je ne veux pas blesser les autres. Ce n'est pas ma nature de blesser les autres. J'adore la stabilité et je me sens en sécurité dans la platitude. Rabbi, khaliouni, aïch, fi stabilité btaï. Je veux me marier, avoir des enfants, un petit travail. Je n'ai besoin de rien. Je ne veux pas prendre des décisions. Je ne veux pas donner des punitions aux personnes. Je ne veux pas mettre quelqu'un à la porte. Moi, je veux la stabilité et je veux ne faire mal à personne. Et dans la pénurie, ben, si jamais vous avez besoin de la place, prenez-la. Je ne veux rien. Okay? C'est la mentalité de plusieurs personnes d'abord. Le requin, lui aussi, il pense qu'on est en pénurie, ça veut dire qu'on manque de choses. Mais il pense aussi qu'il n'y aura jamais assez pour tous. Ça ne va pas suffire. La seule règle, c'est la loi du plus fort. C'est le plus fort qui va prendre le plus. Tu dévores ou tu es dévoré par les autres. Je suis au sommet de la pyramide alimentaire. Dans le doute, je tue. La compassion est une faiblesse. Ça veut dire penser aux autres, c'est une faiblesse. Ça, c'est l'attitude requin. Alors, les vagues, maintenant, peuvent être vues comme des changements favorables pour certains, comme le requin, mais on va voir aussi que le dauphin, il aime les vagues, même s'il n'est pas agressif. Le dauphin a une vision claire de ce qu'ils veulent, que ce soit pour l'entreprise ou la société. Il sait que, par exemple, il doit s'accoupler ou il doit nider dans telle région de la Méditerranée, par exemple. Il ne va pas rester tout le temps sur les plages. Et donc, il a une vision claire de ce qu'il est, il a une vision claire de ce qu'il veut. Les dauphins agissent en fonction de la situation globale, mais ils sont capables de se concentrer sur le moindre détail. Les dauphins agissent bien dans le groupe qu'individuellement. Nous allons voir là, agir en équipe est plus productif et stimulant. Donc, ils peuvent s'entendre, avoir des tactiques, et puis chacun a un rôle pour aller chercher du poisson. Donc, ils peuvent l'encercler, le banc de sardines, et chacun, donc, connaît c'est quoi son rôle là-dedans. Alors, agissent aussi bien en groupe qu'individuellement. Quand quelque chose ne va pas, ils sont capables de changer de méthode. Ça, c'est la force des dauphins, par exemple. Donc, ils s'adaptent. Ils sont fixés sur le but, mais flexibles sur les moyens. Ça veut dire qu'ils savent que pour pouvoir vivre et être la pérennité de l'espèce, ils doivent aller là-bas. Mais maintenant, comment y aller? Ils sont très flexibles. Et c'est peut-être ça les leçons qu'on va apprendre ensemble. Ils sont capables aussi d'acharnement et en même temps de détachement. Ça veut dire que tout ce qu'ils font n'est pas juste pour manger comme le requin. Ils sont capables de jouer, ils sont capables de prendre du plaisir, ils sont capables de sauver des gens, ils sont capables de faire plein de choses. Ils ne vont pas s'arrêter juste pour leur intérêt égoïste de manger, de survivre. Donc, ils ont les moyens. Dans une pénurie, ben, eux, ils ne voient pas une pénurie. Ils pensent qu'il y en a pour assez. Il faut être assez intelligent pour ça. C'est pour ça qu'ils privilégient l'approche gagnant-gagnant. Ça veut dire, moi, je gagne, toi, tu gagnes. Donc, et on parle maintenant de plus en plus de managers dauphins. Ça se passe un peu de plus en plus dans les formations ici au Canada ou ailleurs. C'est quoi le manager dauphin?
fait preuve d'intuition, vision globale, de valeurs fondamentales, elles sont fixes. Ça veut dire qu'il ne changera pas ce qui est à l'intérieur de lui. Il est ce qu'il est, il l'accepte et il s'aime tel qu'il est. Il est capable d'entrer dans un processus de changement permanent avec la capacité à naviguer plutôt qu'à planifier. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui dit demain sera comme ça, après-demain, dans un mois, il sera comme ça, et puis moi, je vais. Non, il dit j'avance, et puis en fonction des situations, je vais m'adapter tous les jours. Il accepte et adore l'imprévu et la surprise. Ça, il l'adore, il n'a pas peur de ça. Alors que les autres, ils ont peur du changement. Ce qui demande un fonctionnement adapté et flexible. Mais pour réussir ça, maintenant, une nouvelle qualité est demandée. Il faut être extrêmement résilient au changement. Et là, je vous donne un exemple. Vous avez des équipes marocaines qui sont très bonnes au soccer, au football, Bourken, Wydad, Raja et tout ça. Maintenant, on dit, qu'est-ce qui fait la différence entre ces équipes-là peuvent perdre contre une autre équipe moins faible, plus faible. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces gens-là peuvent aller en Afrique et gagner? Parce qu'ils ont appris à voyager. Ça veut dire quoi, en fin de compte? Ils sont plus résilients, ces équipes sont plus résilientes maintenant. Ils ont des individus plus résilients, ils ont des équipes plus résilientes et ils ont une administration plus résiliente. Ça, on va le voir un peu plus en détail. Donc, face au changement, quand tu ne peux pas prévoir tout ce qui va se passer dans un match, tu prépares une équipe résiliente. Ça veut dire que tu dois développer, mesurer en tout temps sa résilience et développer cette résilience-là. Alors, toujours la force à l'intérieur, la flexibilité à l'extérieur pour faire face à l'environnement changeant. Ça veut dire quoi? Par exemple, vous prenez une auto, la meilleure auto, c'est laquelle? C'est quand le moteur est fort. Le moteur est très puissant, mais les roues sont adaptées. On va parler d'adaptation à tout ce qui est externe. Et à l'interne, on va chercher la force intérieure. Donc, vous imaginez votre 4x4, c'est important d'avoir le plus fort moteur, mais les roues doivent être flexibles, elles peuvent aller sur le sable, aller sur la roche, elles doivent être aussi peut-être assez... les amortisseurs doivent être adaptés pour subvenir à tout ça. Donc, maintenant, et si tu vas en ville, tu n'as pas besoin d'adaptation. Mais si tu vas au Sahara, tu vas aller dans les oasis de montagne et tout ça, c'est important d'améliorer la flexibilité à l'extérieur. Maintenant, notre équipe aussi, on doit améliorer sa flexibilité extérieure en plus de sa force intérieure. Alors, ça, c'est ce qu'on devra développer maintenant de l'après-COVID et même pendant le COVID, parce que le monde sera beaucoup plus rouge, environnement changeant au futur. Alors, qu'est-ce qui est fixe, qu'est-ce qui est mobile? Une fois, j'ai dit le fixe et le mobile, ils m'ont dit le téléphone fixe, téléphone mobile. Mais non, c'est qu'est-ce qui ne change pas en moi et qu'est-ce qui pourrait changer pour être un bon manager, un bon dirigeant. D'un côté, on ne peut plus vivre dans un environnement planifié, certain, garanti, comme souhaite la carte. Notre monde est en pleine mutation. Donc ça, la carte, là, on oublie ça. Même si c'est vrai dans certaines situations de service public, l'administration publique, le gouvernemental et tout ça, ben, ce n'est pas de la gouvernance. Donc, la gouvernance, on demande maintenant à ce qu'il y ait des changements. Donc, ça ne va pas rester indéfiniment le style carte. On ne peut pas non plus bouger avec une telle logique de crise du requin sans référence ni orientation, ce serait le chaos. On ne pourra pas tenir longtemps dans une dynamique de guerre. Ce n'est pas une vie, ça. Les gens veulent avoir des familles et tout ça. Donc, c'est important de trouver une certaine sécurité dans l'insécurité, une certaine stabilité dans l'incertitude. Comment faire ça pratiquement? Ça veut dire qu'il faut apprendre à devenir plus dauphin. On n'est pas obligé d'être requin, manger les autres. On n'est pas obligé non plus d'être des victimes désignées à ce qui se passe. Alors, le futur, il passe par trouver la sécurité dans l'insécurité et la stabilité dans l'incertitude. Autrement dit, trouver le bon équilibre entre le pilotage automatique de la stabilité et puis la gestion de crise lors des changements. Alors, voilà comment ça va se passer. Moi, je ne change pas. Je suis ce que je suis. J'ai ma personnalité, j'ai mon corps, j'ai les bras, j'ai mes forces musculaires, j'ai tout ça. Ça ne change pas, ça. Ben, on peut améliorer un peu, mais ça ne change pas. Mes valeurs, ça ne change pas. Donc, après ça, ça change un peu, mais c'est long terme. C'est mon attitude. Ça veut dire, c'est un peu mon attitude. Et puis, donc, mon action, elle peut changer, c'est plus mobile.
parce que l'environnement est changeant. Alors, maintenant, comment faire ça pour le professionnel? Ça, c'est dans la vie là, habituelle. Dans le monde professionnel, moi et mes valeurs et mes talents, ça ne change pas. J'ai des talents, j'ai des forces, peut-être ma force est en communication, toi, ta force est dans le technique. Donc, ça, là, ça ne change pas. Alors, qu'est-ce qui change un peu? Ma vision fondamentale. Ça veut dire, comment je vois le monde? Où est-ce que ça va bouger les prochaines 10 ans, par exemple, les prochaines 20 ans? On a dit qu'on ne peut pas le planifier, mais je peux avoir une vision. Je vais vous donner un exemple, différence entre vision et planification. Et donc, étant donné que moi, j'ai ces valeurs-là, et puis ma vision est définie, je vais définir ma mission. Je vous donne un exemple. Moi, je suis Salah Chraïet. J'ai mes valeurs et mes talents. Je dois les connaître pour pouvoir m'adapter. Si je ne les connais pas, mes forces, mes faiblesses, tout ça, je dois le connaître. Si je ne le connais pas, je suis mal parti. Je ne peux pas être dauphin. Je serais peut-être un requin déguisé en carpe, ou un carpe déguisé en requin, ou un hybride, mais je ne serais pas le dauphin. Le dauphin doit se connaître, doit être certain de ses qualités et ses défis aussi. Ensuite, il doit se dire une vision fondamentale. Comme le requin, il sait qu'il doit se reproduire, que finalement tous les requins vont se rassembler tous les dauphins vont se rassembler quelque part. Donc, on doit avoir une vision. Moi, je dois avoir une vision de que sera la formation dans les prochaines décennies. Où est-ce qu'on se dirige? C'est quoi l'orientation générale? Je ne parle pas de plan. Et moi, là, qu'est-ce que je peux faire dans cette vision-là? Est-ce que je suis utile? Comment m'adapter à ça? Alors, afin de faire ça, j'ai décidé, à titre d'exemple, de vous donner, moi, comment j'ai fait ce travail sur moi-même. Ça ne veut pas dire que ce travail vous concerne vous, mais vous êtes tenu de le faire pour vous. Donc, c'est à titre d'exemple seulement. Alors, moi, quelles sont mes valeurs? Mes valeurs à moi, et peut-être là, vous n'êtes pas obligé de me ressembler, moi, je suis beaucoup dans la générosité. J'aime partager. Ça, c'est une valeur et de détachement. Je ne cherche pas toujours le profit. Je peux rencontrer quelqu'un dans le café, puis il me parle de quelque chose, puis je prends un stylo, et puis j'aime beaucoup le faire. Je donne beaucoup de conférences aux étudiants, je donne beaucoup de conférences aux associations à but non lucratif, et vous comprenez que je le fais. Oui, il y a toujours quelque chose qui te revient, mais à l'intérieur de moi, je l'aurais donné quand même s'il n'y a aucun retour. Et ça, c'est ma nature, et ça, c'est une de mes forces. Ensuite, le partenariat, dans le sens de travailler dans ses forces et collaborer dans la force des autres. Ça veut dire, je ne suis pas quelqu'un qui veut me prendre la part du lion. Non, je veux être en équipe. Je veux partager des choses avec les gens. Et puis moi, j'ai mes faiblesses. Mes faiblesses, ou bien je peux les renforcer, ou bien je peux les trouver chez toi. Si ce n'est pas ma force à moi, on peut travailler ensemble. C'est exactement comme le dauphin. La créativité, c'est d'avoir des idées, d'avoir un sens, dans le sens d'avoir toujours un pas d'avance par l'innovation proactivité. J'étais parmi certainement les premiers qui ont commencé à parler de webinaire et avant même qu'il y ait confinement. Donc, essayez toujours d'être proactif. Puis l'ouverture, dans le sens de l'écoute et de la découverte, ce qui s'offre à nous, ça, c'est moi. Ça, c'est moi, en dehors de tout. Qu'il y ait COVID, changement, pas changement, c'est moi. C'est ce que tout mon entourage me reconnaît et puis j'ai fini par l'admettre aussi que c'est ma nature. Alors, maintenant, ma vision, comment je vois la formation? Qu'est-ce qui va se passer dans le marché de formation? Je vois que les règles du jeu qui régissent la vie des affaires, l'affaire de maintenant, connaissent un réel bouleversement et nous n'avons pas suivi cette mutation. Nous sommes nombreux, y compris parmi les élites, à faire nos analyses sur des modes de pensée qui relèvent du passé. Donc, ce qu'on fait maintenant, je vois que c'est faux. Le fait de planifier et le fait de nous baser sur le passé. Donc, je le vois. Je vois aussi que le monde se dirige vers une plus grande globalisation. Ça veut dire que maintenant, je suis au Maroc, demain, je serai en Suisse. Virtuellement, bien sûr, et ça ouvre beaucoup de frontières. Il y a certains qui me disent, non, la preuve, Trump, il est en train de casser la globalisation. Mais qui est Trump dans le mouvement mondial? C'est rien, c'est quelqu'un qui a un rôle à jouer administratif puis qui partira un jour ou l'autre. Donc, ça ne peut pas briser le mouvement à mesure qui est inéluctable.
Et maintenant, je suis au Canada et puis j'utilise les services d'un informaticien tunisien. Et puis le traducteur aussi, c'est une tunisienne. Puis peut-être pour le développement d'autres choses. Donc, il y a un mouvement, à mon avis, ça je le vois. C'est pour ça que la vision, j'écris tous les débuts par je vois ou je prévois, que le monde se dirige vers une plus grande globalisation dans les services de formation, de développement et d'accompagnement, ce qui accroît les risques, mais les opportunités. Ça veut dire que tu peux, si tu as l'habitude, de donner ta formation à ton cousin. Parce que toi, écoute, tu as 2, 3 entreprises, c'est ton petit pain. Et puis, ben écoute, mais là, c'est un risque pour toi. Par quoi? Parce que tu as manqué d'envergure, tu as manqué, ben, pas d'envergure, d'ouverture, pardon, tu as manqué de vision, et puis là, tu comptes toujours sur tes anciens clients. Maintenant, c'est important de dire que c'est une opportunité maintenant, au lieu de voir que le COVID, c'est une menace. Ben oui, c'est une menace de santé, mais c'est une opportunité de travailler avec plein de nouveaux clients maintenant qui sont ouverts, qui t'écoutent. Je prévois aussi une numérisation de tout ce qui est routinier et prévisible grâce à la technologie de l'information. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tout ce qui est automatique, tout ce que l'humain fait d'une manière automatique, ben, on peut le déléguer à la machine. Maintenant, ben, mes formations, les gens, ben, ceux que, ben, chez mes clients, ils le reçoivent en mode PDF. Il y a plus de, tout est digitalisé, tout est numérisé, et ça va progresser vers ce sens-là. Donc, vers la digitalisation progressive de tout. Donc, moi, à mon avis, là, le monde va vers une digitalisation de tout ce qui est automatique et une créativité de tout ce qui est humain. On dirait 2 lignes parallèles. C'est comme ça que je vois la formation. Donc, je prévois donc aussi une importance plus grande pour la créativité humaine qui surpasse toutes les machines et qui reste la seule capable de naviguer dans l'imprévisible. Ça veut dire la créativité. Maintenant, je m'inscris, ben, j'ai déjà mis mes formations en e-learning. Ça veut dire que les gens peuvent acheter les formations, ils s'inscrivent et puis ils vont faire ça à leur rythme, en dehors des webinaires. Donc, cela, à mon avis, c'est la créativité humaine qu'on est en train de trouver des solutions que les machines n'auraient pas trouvées. Et je vois bien aussi que l'aide, les outils d'aide, les approches et technologies associées subiront une transformation profonde et accélérée. Par exemple, Zoom, là, ils sont en train, au début, on disait qu'il n'est pas sûr. Maintenant, ils ont amélioré ça. Ça va voir beaucoup d'améliorations dont je compte profiter. Donc, ça, c'est ma vision du monde de formation. Je vois ça. Donc, là, c'était mes valeurs. Ça, c'était mes valeurs. Et là, je vois quelle est ma vision fondamentale du monde de la formation. Maintenant, c'est quoi ma mission dans tout ça? Comment mettre ça ensemble? J'offre mes services professionnels aux entreprises, aux organisations et aux communautés dans les domaines de mon excellence. Ça, c'est mon travail, dans le respect absolu des règles de l'éthique professionnelle. Mais je contribue généreusement au développement des organismes de jeunesse et des associations dont je partage les valeurs, comme vous. Je partage les valeurs de réseautage, je partage les valeurs d'entraide, de partenariat. Donc ça, je contribue. D'habitude, je ne facture pas ce genre de choses parce que je le dis généreusement. Mais j'aide aussi les étudiants qui n'ont pas les moyens de suivre mes formations qui sont destinées aux entreprises. Je développe continuellement aussi les compétences, mes outils et les approches adaptées pour être à la hauteur des attentes et naviguer avec flexibilité dans l'océan des incertitudes. Je veux avoir toujours des outils nouveaux, des façons, des approches nouvelles. Je veux toujours surprendre. Je veux aimer ce que je fais. Donc ça, c'est mon rôle. Et je crée autour de moi, et je participe, si elle existe, aux synergies des réseaux de collaboration. Par exemple, votre club, je ne l'ai pas inventé, il est là. Donc, j'ai vu qu'il est là. Et puis, Sidri Siati Saha, merci, il m'a proposé un jour, Salah, veux-tu? Ensuite, après ça, c'est moi qui le propose. Bon, donc, j'ai sauté sur l'occasion mais c'était l'initiative de Sidri Sadrif qui m'a proposé, Salah, est-ce que tu veux donner une conférence pour nous? Et moi, je pense que c'est une bonne chose. Et puis, on est rentré dans les mêmes valeurs. Alors, maintenant, la structure flexible, c'est quoi? C'est la digitalisation, le branchement direct aux attentes des clients, parce que les clients, ils ne vont pas rester avec les mêmes attentes. Ils vont changer, ils vont être plus exigeants. Leurs commandes seront de plus en plus petites. Le branchement direct sur les nouvelles attentes des partenaires. Ça veut dire peut-être que j'ai une nouvelle façon. Les partenaires, ça peut être les fournisseurs, ça peut être mes partenaires carrément. Le travail à distance, c'est une nouvelle forme
d'emploi. Ça, c'est important d'être flexible. Ça veut dire quoi? Peut-être que je n'aurai pas besoin d'un comptable comme salarié dans mon entreprise, mais je vais travailler avec lui comme si c'était une entreprise à part. Donc, une nouvelle forme d'emploi. Il travaille à partir de chez lui, peut-être à partir de chez elle, c'est mieux parce que comme ça, elle garde ses enfants. L'externalisation de certaines fonctions et puis le développement de la résilience. Là, on revient. Comment rendre là, parce qu'on nous demande une nouvelle structure, ce n'est pas un organigramme, mais central, dur, et puis une structure externe plus flexible, ça doit être résilient. Résilient, comment? Et là, j'ai préparé mon équipe pour un match à risque dans un pays à risque, comme les Coupes d'Afrique, les championnats et tout ça. On ne sait pas à quoi s'attendre. On ne sait pas quel genre de surprise on nous cache. On sait que tout le monde veut gagner ce match pour la Coupe. Les individus de mon équipe sont différents parce qu'ils ne réagissent pas de la même façon. Leur consigne serait différente. C'est très difficile de préparer une consigne pour chacun. À un moment donné, les gars auraient besoin d'une référence, d'un leader qui inspire, qui prend la bonne décision. Nous devons nous préparer à tous les scénarios. Dans la mesure où quelqu'un craque, tellement d'erreurs là, je vais corriger ça. Les autres doivent compenser. Donc ça, moi, je me suis inspiré du foot, des Coupes d'Afrique et tout ça. Donc, je dois préparer mon équipe pour qu'elle puisse résister. Mais j'ai vu plein de conférences qui parlent de résilience. Malheureusement, elles parlent seul d'un côté résilience mentale. Ça veut dire que les gens doivent être préparés mentalement. Moi, je pense que ce n'est pas juste ça. Il y a leur santé, résilience technique, résilience corporelle. On va voir qu'il y a plusieurs types de résilience. J'ai vu à l'Université de Tunis, par exemple, on parle de beaucoup de résilience psychologique pour que les gens ne lâchent pas. Mais moi, je le prends comme systémique. Et donc, pour moi, il y a 3 types de résilience quand on veut aller en entreprise pour être sûr. Il y a la résilience individuelle, on va la voir, la résilience collective, la résilience organisationnelle. C'est quoi la résilience individuelle? D'abord qu'ils soient en santé, mon équipe soit en santé, je dois suivre leur santé. Maîtrise de facteurs à risque. Ce n'est pas quand il y a une COVID-19 ou peut-être 21, un autre type, que je vais me dire, écoute, il fallait que peut-être que j'améliore, que je les aide dans leur santé ou que je m'assure qu'ils font du travail santé, qu'ils ont une bonne santé. Là, la force mentale et psychologique, l'autonomie technique des individus, capacité à résoudre des problèmes sans stresser, et polyvalence et flexibilité mentale. Bon, alors là, si j'ai des gens comme ça, ils sont résilients, ils peuvent être des joueurs de mon équipe qui jouent en Coupe d'Afrique. Donc, même chose, si j'ai une entreprise, je dois m'assurer que mes employés sont résilients. Ça veut dire qu'ils ont tout ça, toutes choses, mais pas dans le foot, dans le milieu de travail. Autonomie technique, et qu'il est capable d'assumer son travail, tout ça. Et donc, quelles sont les attitudes qui vont m'aider à le faire pour pouvoir travailler sous pression? Être flexible sur les formes de travail. Il ne va pas me dire, écoute, je ne peux pas en équipe, je peux seulement seul. Ça ne marche plus. Développer sa mobilité. Il est capable de bouger de sa place puis de travailler, par exemple, dans une autre place. S'occuper de sa santé et de son bien-être. On l'oblige à faire ça. On lui dit qu'on est intéressé par sa santé parce qu'on ne veut pas le perdre quand il aura une crise, par exemple. Même chose, tu ne peux pas, ton joueur Coupe d'Afrique, ne pourra pas te dire, écoute, moi, je ne peux pas me jouer dans les altitudes de l'Éthiopie, c'est des hauteurs, puis je vais perdre conscience. C'est important de s'occuper de sa santé. Se développer en habileté, en attitude, puis concilier famille-travail. Parce que les gens qui n'arrivent pas à concilier famille-travail, ils deviennent fragilisés par les changements. Imagine quelqu'un, tu veux une flexibilité, on ne rentre pas tous à 4 heures, mais une fois à 3 heures, une fois à 6 heures, une fois, dire mes enfants, Raouda, puis jardin d'enfants. Donc, c'est important de penser à ça. Et s'il est possible, de donner des atouts, des choses qui peuvent concilier famille-travail et autres occupations. Peut-être qu'il est joueur quelque part. Maintenant, la résilience collective. Ça, on a vu ça, la résilience individuelle. C'est important d'avoir des joueurs ou des employés résilients. Pour que ce soit une équipe, c'est important aussi d'avoir un plan d'intervention face à une situation extrême. L'arbitre nous a donné un carton rouge. Qu'est-ce qu'on fait comme ça? Donc, on devient plus résilient quand on est préparé. Le leader mobilisateur, identification au groupe, tout le monde est solidaire parce qu'on est mobilisé. Donc, il y a un leadership. Il y a quelqu'un qui est capable de fouetter l'équipe. Pas pour se protéger lui, mais pour aller chercher, amener l'équipe vers le meilleur résultat possible et puis la sauvegarde de l'équipe.
Stratégie de rechange de situation difficile, ça veut dire si jamais ça ne marche pas, l'équipe est capable, avec son leader, de changer. Implication et engagement, ils sont tous impliqués et engagés. Et puis, ils ne doivent pas attendre les instructions d'un entraîneur. Ils doivent se comporter, développer l'intelligence d'équipe pour... normalement, un entraîneur doit rester sur le banc puis donner des instructions. Pas donner des instructions, il prend des notes. Où est-ce qu'il va changer? C'est d'habitude dans les pratiques, dans les entraînements qu'on change. L'équipe qu'on donne des instructions. Donc, un bon entraîneur, regardez maintenant, la plupart en Europe, ils sont en complet cravate, ils prennent juste des notes. Ils ne vont pas comme aller crier, donner des instructions. C'est rare, disons, dans le monde de coaching évolué. Et donc, le leadership, c'est l'écoute empathique, l'habileté de rassembler, de la Sénégal, ça veut dire quelqu'un qui est capable de rassembler, d'enlever les clans. Le pouvoir des mots, c'est quelqu'un, quand il parle, les gens l'écoutent, il a le pouvoir des mots, la capacité de faire avancer les choses par la qualité de présence et l'art d'influencer, il influence facilement, l'habilité de faire travailler dans les forces, et ça, tout ça, on peut l'améliorer par du coaching, des formations. L'habilité à faire travailler chacun dans sa force, et puis cette flexibilité d'avancer, reculer quand ça ne marche pas, pour trouver de meilleurs choix. Donc ça, là, c'est la résilience collective. Le leader doit avoir ça. Maintenant, la résilience organisationnelle, on va dire, par exemple, telle équipe, je ne sais pas moi, Roger, ou Ider, OK, la flexibilité organisationnelle. Donc, les administrateurs ont donné tous les moyens. Par exemple, pour voyager, ils vont leur donner un avion, par exemple. Donc, ça améliore la résilience organisationnelle. Pour l'entreprise, travail à distance. Diversité de modes de communication, agilité de gestion. Digitaliser, automatiser, il n'y a plus de papier, d'action routière. Fournir des moyens pour concilier famille et travail, comme peut-être faire une garderie au travail, comme des solutions de transport et tout ça. Ça veut dire qu'il y a une certaine résilience organisationnelle que quoi, ce qui nous arrive, on est capable de nous adapter. Favoriser la gestion des équipes autonomes en l'absence d'instruction. Alors, ça, c'est la plus grande flexibilité, division vers centre de profil. Je ne vais pas aller dans ce détail-là, je l'avais prévu, mais si vous posez des questions, convenir dans le travail, dans les résultats et les objectifs, favoriser une forme contractuelle de mission. Tout ça, c'est une plus grande flexibilité organisationnelle de travail. On peut l'avoir, créer des postes de travail virtuels et flexibles, et ainsi de suite. Bon, alors, j'aimerais poser avant d'aller implanter le changement, si vous avez des questions là-dedans, allez-y s'il vous plaît. Bonjour, cher Salah. Je ne sais pas, c'est Rossi, il est toujours là. Je pense qu'il a un petit empêchement. OK. C'est Rossi, vous êtes là? Je pense qu'il n'est pas là. Il y a quelques questions sur Facebook, sur le live Facebook. Okay. Il y a une question, serait-il possible d'avoir des cas concrets, des exemples, s'il vous plaît? C'est une question de M. Adil Mzian, de Facebook. Oui, mais des cas concrets de gestion. Moi, j'ai essayé de donner, moi, ce que je fais comme concret. Peut-être, est-ce qu'il a posé cette question au début ou à la fin? S'il a posé cette question au début, j'ai déjà donné la réponse parce que je dis, moi, par exemple, comme formateur, voilà ce qu'est le fixe et voilà ce qu'est le mobile. S'il a posé la question après ça, j'aimerais savoir parce que j'ai donné l'exemple concret. J'ai donné, à titre d'exemple, je vais prendre moi comme formateur, voilà ce qui est fixe. Par exemple, mes valeurs, mes forces, et voilà ce qui est mobile, ma vision, puis qu'est-ce qui est mobile. C'est à quelle heure qu'il a posé cette question? N'est pas mentionné normalement sur Facebook, il ne donne pas exactement l'heure, mais je pense qu'il est toujours avec nous. C'est Adil, si vous pouvez reformuler votre question. Est-ce que vous avez déjà pu avoir la réponse ou vous aurez encore besoin de plus d'éclaircissement? On attend votre retour. Je passe à la question de M. Ahmed Bouzidi. C'est comment être résilient dans une zone où il y a une majorité de requins féroces. Oui.
Euh, c'est une bonne question. Et ça arrive, les changements ne sont pas faciles, effectivement. On peut avoir des gens, des prédateurs autour de nous. Et mais moi, j'aime relativiser un peu. Je ne veux pas qu'on ait comme juste du pessimisme là-dedans. Il y a autour de nous des gens qui sont des vrais requins. Et ça, on doit faire très attention. Mais il y a aussi des personnes qui sont ouvertes. Il y a des personnes qui sont aidantes. Il y a aussi quelque chose qu'à prendre en considération, c'est nous. Est-ce que nous avons tout fait pour exprimer nos attentes? Est-ce que nous avons aussi partagé ce que nous avons? Est-ce que nous avons fait le premier pas afin de collaborer avec les personnes? Je vais résumer ça comme ça. Dans la vie, il y a comme 20% de personnes qui sont très bonnes, très conciliantes, qui sont très positives, qui vont te donner beaucoup. Ça c'est l'extrême bonne. Il y a l'extrême mauvaise. Il y a des personnes que quoi que tu fasses, ils ne seront jamais avec toi. Ils vont te dévorer. Ça c'est 20%. Qui sont ou malades, ou des gens qui vivent une grande blessure, ou des gens qui n'ont pas les bonnes valeurs. Mais heureusement, ils ne sont pas la majorité d'habitude. Maintenant, il y a 60%, la moyenne entre les deux, que ces gens-là, ça va dépendre un peu de ce qu'ils vivent et de notre attitude. Donc, c'est sur ces gens-là, on peut travailler. On peut y aller d'une manière pédagogique. On peut proposer des choses. On peut aussi, moi j'ai remarqué, je ne connais pas exactement le monsieur qui m'a posé les questions, mais cette question m'a été beaucoup posée. Parfois, se poser la question, est-ce que moi je fais les choses correctement avec habileté pour pouvoir intégrer ces personnes-là à ma cause? Et je respecterai beaucoup la personne qui dit, oui, écoute, ils sont difficiles, mais je dois aussi, moi, m'améliorer dans la mesure où je dois adapter mes outils pour que les gens aient confiance en moi et puis qu'ils baissent la garde. Parce que ce qui se passe dans les requins, ils se mangent entre eux parce qu'ils ont tous peur l'un de l'autre. Donc, on peut trouver un requin qui mange un autre requin, pas parce qu'il a faim, parce qu'il sait que s'il ne le mange pas, c'est lui qui sera mangé dans certaines situations rares. Donc, ma réponse est, écoutez, faisons face à la réalité objective. Oui, il y a des gens qui sont très bons, ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a des gens qui sont très mauvais. Écoute, il y a de tout pour faire un monde. Mais il y a surtout des gens qui attendent que nous, on fait le premier pas, qu'on travaille avec habileté de communication pour leur proposer notre partenariat. Parce que la règle que je me dis souvent, si la majorité est mauvaise avec moi, est-ce que je n'ai pas un rôle à jouer là-dedans? Est-ce que je n'ai pas moi, peut-être améliorer certaines choses? Ce n'est pas un reproche, là, ouais, mais c'est aussi un défi, un challenge. Est-ce qu'il y a des choses que je peux changer en moi pour pouvoir bien ou mieux travailler ou profiter des opportunités qui sont là? D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a une main levée de Madame Asma Kharat. Madame Asma, je vous donne la main tout de suite pour prendre la parole. Alors, permettez de parler, voilà. Madame Asma, je pense que vous avez la main. Vous pouvez allumer votre micro, Madame Asma. Merci d'allumer votre micro, voilà. Parce que là, on ne vous entend pas. Madame Asma. Je vais essayer. Merci d'allumer, madame. Voilà, il est allumé. C'est bon? C'est bon. Voilà. Essayez d'enlever s'il y a un autre appareil à côté de vous, parce qu'il y a comme une résonance. Voilà. Ah oui, c'est ça. Un instant, s'il vous plaît. Parce que... Et maintenant, ça va? Oui, c'est bon. Parfait. Je vous remercie, Monsieur Salah Chreid, pour la qualité de votre exposé à ce moment, la présentation. C'est la première fois que j'assiste avec vous. Ma question, en fait, c'est est-ce que, je ne sais pas au Maroc, mais est-ce que les entreprises ont commencé, en tout cas au Canada, d'après votre expérience, ont commencé à mener cette réflexion sur les changements à mettre en place ou à opérer après cette crise de Covid et un peu qui a sollicité chez les gens un peu
la gestion post-crise, alors que les crises, il existent, et là, ils ont existé toujours, ils existeront toujours pour l'environnement de l'entreprise. Merci. Merci beaucoup. C'est une très bonne question aussi. Moi, je pense que les avant-gardistes, ils ont commencé à penser à ça avant même la crise. Ça veut dire, je vous donne mon exemple, j'ai parlé des valeurs, j'ai parlé de... Moi, je l'avais déjà avant ça. Mais disons que la crise a activé. Quand il y avait le COVID, tout ce que j'avais prévu, mais que je n'avais pas le temps. Vous savez, avant, tu dis, il faut que je fasse mon e-learning, il faut que je développe le webinaire, il faut que je fasse ça. Mais avant, les gens résistaient. Quand tu leur disais, écoute, on va faire ça en webinaire, ben non, écoute, il vaut mieux que tu viennes. Quand tu vas passer en Tunisie, quand tu vas passer au Canada, quand tu vas passer, tout ça, on va le faire. Je pense que le COVID a été une chance. Allah yarhamhum li metou, mais c'est une chance que ces changements-là ont été poussés. Et ça a donné raison aux visionnaires. Maintenant, au Canada, les gens commencent à dire qu'on ne peut plus gérer comme avant, parce qu'il est possible qu'il y ait d'autres crises. Et donc, ça s'est accéléré. Disons que maintenant, la plupart s'est accéléré. Et j'ai vu en Tunisie aussi, certaines entreprises s'accélèrent un peu maladroitement, la plupart. Mais je peux vous dire une chose, j'ai remarqué quelque chose parce que j'ai travaillé dans plusieurs pays. On a dans nos pays des entreprises vraiment très avant-gardistes, très, très visionnaires. Donc, le niveau de développement du pays, sa finance, tiers-monde, pas tiers-monde, n'a pas de vrai... c'est pas une corrélation que toutes les entreprises au Maroc sont retardées, c'est pas vrai, ou en Tunisie. J'ai rencontré des personnes qui sont au haut niveau de réflexion, de vision, puis tout ça. Et comme je peux voir au Canada des entreprises qui sont vraiment archaïques et puis qui ne veulent rien entendre, puis le monsieur a rassemblé beaucoup d'argent grâce à son obstination requin. Donc, je veux juste dire pour la question, comme au Canada, comme au Maroc, comme en Tunisie, comme en France, certainement que c'est un mouvement. Les gens disent maintenant, on ne va plus gérer la production comme avant, on va plutôt gérer les changements. Les meilleurs leaders vont être des gens qui vont changer les changements. Maintenant, avant ça, la tendance était très faible. Le COVID a donné un coup de fouet. Et je ne pense pas qu'après le COVID, on va revenir à la situation d'avant. Parce que d'abord, ce n'est pas le seul changement majeur qui va venir. Il va y avoir plusieurs bouleversements, mais Inch'Allah, question santé, mais autres bouleversements. Les gens maintenant, ils savent que c'est important de faire ça. Et je milite spécialement à donner ces changements-là aux écoles, surtout primaires et secondaires, afin d'éduquer les jeunes générations sur les nouvelles tendances de changement. Parce qu'on ne peut pas les éduquer puis attendre 20 ans alors que le monde a changé et eux qu'ils aient des attitudes sur le XXe siècle. Ça ne se peut pas. C'est pour ça que je me trouve dans plusieurs groupes d'éducateurs, d'instituteurs, de professeurs, où je donne certains outils de développement personnel. Et puis, j'espère que ça va amener des résultats. Merci, cher Salah, pour vos réponses. Je pense que c'est tout ce qu'il y a comme question pour le moment. On enchaîne et après, s'il y aura d'autres questions, on va vous les transmettre. Oui, et si vous avez peur d'oublier, écrivez sur le chat pour les gens de Zoom et pour les gens de Facebook, écrivez là, puis nous allons voir ça ensemble. Bon, alors, il y a un petit chat ici. Merci pour votre réponse. OK, merci Yassine. Alors, je reviens à ma présentation. Tout ça, c'est beau, mais comment l'implanter, ce changement? Parce que les gens vont résister. Chaque fois qu'on amène, par exemple, la digitalisation. Avant, on faisait ça avec les mains. Maintenant, on va faire ça avec automatique. Des calculs vont se faire automatiques et ainsi de suite. C'est sûr qu'une partie de mon personnel qui n'aime pas toucher l'ordinateur, qui ne veut pas toucher les gens qui sont d'un certain âge, qui n'ont pas été ouverts avant, pourquoi maintenant ils vont accepter de faire ça? Alors, ça, c'est un conseil d'approche générale pour implanter un changement. Parce que dans un changement, il y a toujours une part, un déni d'abord que ça va aller. Ils disent, ben non, c'est pas vrai, ils ne vont jamais faire ça.
il y a une colère parce qu'on se sent trahi, on a une peur, un marchandage, et puis après ça, d'habitude, on reprend le décollage, mais on peut perdre certains membres de l'équipe qui n'ont jamais pu s'adapter dans la dépression avant l'acceptation. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour réduire les résistances? Il y a une technique, elle ressemble à de la mathématique, mais n'ayez pas peur, je vais l'expliquer, la vulgariser au bout. On dit que la résistance qui est R, on peut la vaincre par M, V et P. C'est quoi la M? C'est quoi la première chose pour réduire la résistance? Signifie développer le mécontentement face à la situation avant changement. C'est-à-dire que les employés doivent savoir pourquoi le changement est nécessaire, qu'est-ce qui ne va pas avec la situation actuelle. Plus ils vont dire que ça ne marche pas maintenant avec les mains, on doit être un peu plus automatique, plus ils vont parler de ça, moins il y aura de résistance. Ensuite, V, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ont une vision claire de ce qui va se passer après changement et non pas brouillard, là. Parce que le brouillard fait peur. Quand on ne sait rien, on a peur. Donc, on résiste. Donc, le V, là, fait référence à la vision de l'avenir. Il s'agit de la direction générale de ce qui différera une fois la destination. Les gens doivent se sentir interpellés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on maintenant, on sait pourquoi on fait le changement, on n'est plus capable d'accepter ça. Il y a trop d'erreurs à la main, il y a trop de retours de marchandises, il y a trop de punitions qui sortent des mesures disciplinaires et tout ça. Donc, on ne peut plus. M est très grand. Maintenant, V doit être grand, ça veut dire que les chefs ont expliqué avec on va commencer la digitalisation, par exemple, mais on va commencer par quel atelier? Et puis, comment on va former les gens? Et puis, qui va former les gens? C'est quelqu'un, par exemple, de vulgarisateur, facile d'approche et tout ça. Donc, plus la vision du futur est claire, moins il aura de résistance. Et puis, P, si on a réussi le premier atelier, et il vaut mieux faire une petite fête. Donc, les premiers pas qui doivent survenir plus tôt que plus tard que le changement de réussite. Donc, on doit fêter les premiers pas. On dit, hey, on a réussi ça, bravo, c'est grâce à monsieur Am Habib, Am Mahrez, c'est grâce à Chedlia, c'est grâce à ceci, grâce à Fatma. Donc, ça fait un encouragement de ce qui est fait. Pas besoin d'attendre jusqu'à la fin du changement, mais des premiers pas et les fêter. Quand on a un bon M, mécontentement, quand on a un bon V, quand on a un bon P, on peut vaincre plus facilement les résistances. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne. C'est une formule de Becker et je l'utilise souvent dans mes consultations. Donc, j'essaye toujours donc, M, c'est quoi? Donc, finalement, comment on le fait? Il faut créer un sentiment d'urgence de changement. On ne peut pas faire un changement alors que seul toi, tu es sûr de ce changement. Ça devient difficile. Les gens ne te suivront pas. C'est important de mener des discussions. C'est bon de dire quelles sont les solutions. Maintenant, on fait beaucoup trop d'erreurs. On perd beaucoup de temps, on n'est pas capable, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est important que les gens te disent eux-mêmes, pourquoi ne pas automatiser certaines tâches? Wow. Là, tu viens de gagner un peu de M. Ensuite, c'est important de réunir des agents de changement. C'est quoi les agents de changement? N'y va pas seul. Trouve-toi, par exemple, dans ton syndicat, les personnes qui ont de l'influence, des gens que les gens écoutent, implique-les dans les changements pour qu'ils deviennent des ambassadeurs de changement. Les gens oublient ça, ils viennent ça comme un ordre. Écoute, à partir de tel, les gens ont peur. Okay? Ensuite, établir la vision de l'après-changement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il faut expliquer aux gens, c'est quoi le changement exactement? Qu'est-ce qui va toucher? Qu'est-ce qui ne le touchera pas? Quelles sont les formations à mettre en place? Qui peut rester sur ses anciennes habitudes? Qui ne peut ne pas le faire parce que ça ne va pas changer pour tout le monde? Dès que tu as une vision claire du futur, après changement, ça c'est l'étape 3. Après ça, après avoir établi ça, tu vas l'annoncer le changement. Mais l'annoncer d'une manière assez diplomatique. Vous savez, parfois, on n'annonce pas bien les choses. On annonce toujours les choses comme il faut faire ça, je sais, vous allez faire des sacrifices. Ils sont déjà partis perdants là-dedans. Il n'y a pas de sacrifice là-dedans. C'est un changement qui va amener des avantages. Et avec des défis, des challenges qu'on va trouver des solutions. Alors, je vous conseille cette approche-là. D'abord, rappeler les missions et les objectifs de l'organisation. On ne commence pas par dire le changement. On rappelle qu'on est là, puis qu'on a gagné pas mal de nos défis antérieurs, puis voilà notre mission.
Et voilà, le monde, ça change autour de nous. Ensuite, identifier les défis et les pressions autour de nous. Dire maintenant, les clients sont très exigeants, par exemple, pour l'étiquetage, ils ne veulent pas que ce soit écrit au feutre et à la main. C'est voilà, maintenant, les défis, pressions, les emballages maintenant sont normalisés. Parler de ça. Ensuite, confirmer la compréhension. C'est important de les faire parler. Parce que quelqu'un qui entend, on n'est pas sûr qu'il écoute. Alors, c'est important de remuer, animer un peu. Arrêtez de parler tout seul, comme un grand boss. Faites parler les gens. Confirmer qu'ils comprennent ça, qu'ils en parlent. Parce que quelqu'un qui entend seulement, c'est seulement 10% peut-être d'assurance qu'il a tout compris. Par contre, quand il parle, puis l'un l'autre répond à l'autre, et puis il commence à créer une discussion, ça c'est important. Donc ça fait compréhension, qu'on confirme la compréhension. Ensuite, c'est important, étant donné qu'on a vu le M, là on parle de V. Visualiser avec l'équipe les effets de la réussite sur les personnes, l'organisation, la structure, l'image de marque des clients. Ça veut dire que ce changement-là va intéresser tout le monde. Tout le monde sera gagnant. Il ne faut pas dire, ben, l'entreprise va gagner 10 millions. Ben, mais moi, tu me payes juste tant de dirhams. Arrête. Il faut parler de tout le monde. Il faut savoir parler des avantages pour tout le monde. Je vois mal, moi, parfois, l'entreprise, le chef d'entreprise qui parle de gagner des millions ou aller ouvrir le marché de France ou d'Espagne. Et sans parler de c'est quoi l'impact sur les employés. Qu'est-ce qu'ils vont gagner là-dedans. Donc, c'est important de visualiser ça sur les personnes, l'organisation, la structure, l'image, la marque, les clients. Ensuite, on résume les avantages et c'est important aussi de faire sortir les conséquences désastreuses d'échouer. Ça veut dire, si on n'arrive pas à faire ce changement-là, voilà, qu'est-ce qui peut nous arriver. Et laisse-les parler, fais ressortir. Ça veut dire, ben, moi, je préfère que c'est eux qui parlent. Ensuite, annoncer le changement. C'est pour ça, en fonction de ça, nous avons décidé d'améliorer ça en investissant. Nous allons investir afin de pouvoir garder l'ensemble du personnel. Nous avons décidé d'investir. Mais après ça, je les mettrai en petits groupes. Si, par exemple, votre audience et toute l'entreprise, c'est 50 personnes, je les mettrai par petits groupes de 5 ou de 3, de 5. Pourquoi? Pour les encourager à chacun dire quelles sont les difficultés anticipées. Qu'est-ce qui ne marchera pas? Quels sont les risques si on fait ça? Et chaque groupe va nous donner les difficultés et on va les aider à trouver des stratégies pour faire face. Ça veut dire quelles sont les solutions à ces petites réticences-là. Ça veut dire pas partir sur des défis, mais partir sur des solutions sur ce qu'ils ont exprimé. Pourquoi on ne fait pas ça, les 50 personnes ensemble? C'est parce qu'il y en a des timides qui ne vont pas parler. Pour un petit groupe de 5, ça ira mieux. Donc, les gens vont dire, moi, j'ai peur, par exemple, de ne pas avoir assez de temps pour se former. J'ai peur de telle chose. Et donc, la stratégie serait, bon, on prend suffisamment de temps. On va aller plus progressivement que prévu. Et c'est pour ça, le point 9, c'est respecter au mieux ses souhaits et ses stratégies. Pour que les gens se sentent impliqués, organiser un suivi, et puis périodiquement, faites parler collectivement le partenaire si ce qui va bien, sur les éléments perfectionnés. Ça veut dire toujours, est-ce que ça, après passer 2 mois après, quels sont maintenant les petits ajustements qu'on fait? Ça, c'est l'annonce professionnelle d'un changement. Et il faut aussi éliminer les obstacles de résistance. Et malgré tout, vous avez tout fait là, mais malgré tout, il y a des résistances. Comment faire face à ces résistances-là? Ben, d'abord, on ne peut pas faire face à la résistance sans savoir la nature de ces résistances. Résistance, il y en a 7 catégories. Et à chaque catégorie a des solutions spécifiques. Par exemple, les 7 catégories de résistance. Ou bien, la personne va dire, celui qui fait le projet, il n'est pas crédible. Il nous a toujours menti. Il ne réussit jamais ses projets. Ou moi, je ne suis pas prêt. Ou lui, il n'est pas prêt. Ça, c'est un. Ça, là, c'est important donc d'en prendre soin. Peut-être que tu vas changer le chef de projet. Peut-être que tu vas parler avec le chef de projet pour communiquer avec les gens. Peut-être que tu vas prendre beaucoup plus de temps à la formation. Ou ils peuvent dire la perception des besoins et réactions de la clientèle. Les clients n'acceptent pas ça. Moi, je les connais, les clients. Ils n'aiment pas quand la viande est découpée de la sorte. Ils se mettent à la place du client et ils résistent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va leur donner les résultats des enquêtes auprès des clients, des sondages, des focus group, intégrer la voix du client pour réduire cette résistance-là.
Facteur idéologique. Ah, moi, je ne touche pas à ça. Ah, non, ça, par exemple, je ne touche pas à ça. Ou encore, je ne vais pas jamais vendre, je ne travaille pas dans la banque parce que riba, parce que... Donc, il y a parfois des facteurs idéologiques. Ça, c'est plus difficile à enlever. Ou je ne touche pas, par exemple, au Canada, ici, un musulman dit, je ne travaille pas dans les spiritueux ou la viande non halal, et tout ça. Bon, ça dépend. Hein, mais c'est plus difficile. Parfois, ce genre de résistance-là, c'est plus difficile. Facteurs psychosociaux, ben, moi, j'avais un bureau, j'avais une secrétaire, 2 chaouches. Maintenant, je n'ai plus rien, je perds. Donc, c'est psychosociaux. Donc, c'est un peu l'ego. C'est difficile pour ces gens-là. Facteur motivationnel, par exemple, moi, je voulais devenir directeur avant le changement. Maintenant, il n'y a plus de poste directeur. J'ai perdu ma motivation. Ou facteur de personnalité. Par exemple, tu prends oncle Ham Habib, lui, il a l'habitude de prendre le formulaire et de le remplir tous les jours de la même façon. Maintenant, il est capable de raconter une histoire et remplir le formulaire en même temps, tellement le geste est devenu automatique. Et là, tu lui dis, tu ne fais plus ça, on change de formulaire. Tu fais ça sur tablette. Ben là, c'est sûr qu'il va résister. Et on dirait que c'est un nouveau, là, où on va changer, par exemple, de local. Avant, il était à Marrakech, maintenant, on va à Casa. Ben, c'est sûr que ça, les habitudes pratiques devenues faciles, il était à côté de chez lui. Facteur cognitif, travail stable ou diversifié, est-ce qu'il travaille en solitaire ou en équipe? Donc, ça nous permet de faire mieux résister au changement. Il y a même un diagnostic qu'on peut faire. Quand vous voyez une étoile rouge comme ça veut dire que ça peut être approfondi dans des ateliers ou ça peut être un projet de fin d'études, par exemple, pour des étudiants, et que ça peut être approfondi ou coaché là-dedans. Alors, et puis, surtout, créer des victoires à court terme. Arrêtez d'attendre que ça finisse. Ça n'aide pas. Construire sur le changement et puis ancrer une nouvelle culture par le climat de confiance, en faisant participer les personnes, en respectant les vœux, des idées des autres, en les impliquant dans le changement. Pourquoi certains changements échouent-ils? Parce que trop de complaisance, pas assez d'urgence. Ça veut dire que le premier n'est pas, quand on va changer un jour, on ne sait pas, il n'y a pas d'urgence. Donc, mais là, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a dit, c'est important de parler de l'urgence. Ou agents de changement faibles. On a pris les agents de changement sans mes copains, mais on n'a pas pris les gens qui ont vraiment de l'influence. Manque de vision, on ne sait pas, vraiment, on ne sait pas. Ou il y a juste un ingénieur qui sait comment ça se passe, mais les autres ne le savent pas, donc pour manque de vision. Peu de communication, les obstacles bloquant la vision, mais là on a vu qu'il y avait des obstacles, mais on a créé des petits groupes et puis on a trouvé des stratégies. Pas de victoire à court terme, donc il y a essoufflement et changement non ancré dans la crise. Ça veut dire que parfois on fait un changement. Moi, parfois, j'avais un consultant qui est allé faire une entreprise, il est jeune, il a tout fait, c'est devenu clean, c'est bon, et après 2 mois, tout est revenu comme avant. On m'a demandé à moi de tout refaire. Parce que je ne veux pas que tu fasses le changement, ensuite tu en parles aux gens. Je veux que tu développes les personnes pour qu'ils fassent eux-mêmes leur propre changement. Donc, ça devient culturel quand tu arrives à les impliquer. Les gens qui ont abandonné la solution du jeune ingénieur m'ont dit, écoute, on ne se sentait pas chez nous. Il est venu, il a tout changé et puis il est reparti. Et là, bien sûr, on est revenu à nos habitudes. Alors, OK? Êtes-vous prêts? Les 7 commandements du dauphin. Dans la joie, tu travailleras. Dès que tu te sens... Si tu n'aimes pas ton travail, c'est difficile. Si tu n'as pas les talents ou si tu ne travailles pas dans tes forces, c'est difficile. C'est pour ça que c'est important de trouver quelque chose qui te motive. Un travail qui te motive. Moi, je ne dis jamais à mes enfants, voilà la spécialité qui marche dans le futur. Je dis, qu'est-ce que toi, ta force? En fonction de ta force, tu te trouveras un travail. Parce que tu es passionné. Plutôt que moi, quand quelqu'un me pose une question dans la rue, je peux prendre 1 heure à lui expliquer ça parce que je suis passionné. Le cap de tes rêves, tu garderas tes rêves. Les nouvelles aptitudes, tu développeras. C'est important de toujours apprendre, on n'arrête jamais. Une attitude détachée, tu auras. Ça veut dire pas toujours pour l'argent, pas toujours... tu dois vivre. Moi, je dois vivre, mais quand j'ai du temps, je peux partager des choses avec des étudiants, avec des universités qui n'ont pas toujours, par exemple, les moyens de se payer ma formation.
parce que c'est pour les entreprises, ma formation en général. Donc, une attitude détachée. Ta santé, tu privilégieras. C'est ton capital. Vers ton rêve, tu navigueras. Des équipes autonomes, tu formeras. Donc, c'est important de travailler en équipe. Maintenant, je vous pose la question, quelle est ta vision, tes valeurs et ta mission? Toi, y as-tu pensé? C'est quoi ma vision? C'est quoi mes valeurs à moi? Et c'est quoi ma mission? Mais c'est important de le mettre en place. Sinon, ce serait difficile d'être dauphin. Quelles sont mes forces et qualités actuelles? Quels sont mes défis et croyances limitantes? Qu'est-ce qui me limite? Pourquoi je pense j'ai cette croyance-là? Quelles sont les stratégies? Comment repousser mes limites? Comment renforcer mon engagement avec qui? Peut-être parfois tu dis, écoute, j'ai des stratégies, mais ça ne t'engage pas parce que personne ne t'a écouté, ne t'a entendu là-dedans. Peut-être que tu vas le dire à tout le monde. À partir de maintenant, je vais faire mon cours d'anglais. À partir de maintenant, je vais maigrir. À partir d'aujourd'hui, je vais faire ceci, cela. Et progressivement, s'il vous plaît. Et voilà. Avez-vous des questions? Quand vous voulez. Il y a un chat, je pense. Karima, d'abord, merci beaucoup. Ma question est, quels sont les inconvénients et les avantages d'un changement? Ben, quels sont les avantages d'un changement après la crise? Ben, ça dépend de quel changement vous faites. Je peux vous donner un exemple. Supposons que vous avez décidé de changer parce que vous avez vu que quand on travaille avec le papier, il y a une transmission de maladies. Et vous avez décidé de maintenant zéro papier. Et vous avez dit que là, dans 2 mois, on va enlever tous les papiers, tout sera informatisé. Ça, c'est un grand changement après la crise. Et donc, vous allez voir quels sont les avantages de ça. Les avantages de ça, c'est une meilleure sécurité des données. Quels sont les autres avantages de ça? C'est qu'on peut capitaliser, faire des backups. C'est quoi l'avantage de ça? C'est que ça réduit l'utilisation du papier, moins de dépenses. C'est qu'on va couper moins d'arbres pour faire du papier. C'est que vous pouvez améliorer l'environnement. Il y a c'est plus rentable parce que ça coûte moins cher aussi. Ça, c'est les avantages. Les inconvénients ou les difficultés, ça peut être le fait que certaines personnes ne savent pas utiliser le PDF, ou utiliser le Word, ou utiliser la tablette, donc ils vont résister. Autre chose aussi, c'est que peut-être la culture, maintenant, elle est plus à écrire sur un document déjà existant, et donc les gens ne savent pas comment le faire. Le fait aussi, c'est comment je vais faire avec mes anciens documents. Est-ce que je les brûle? Et peut-être aussi, comment je vais digitaliser les choses qui sont déjà papier. Et puis, peut-être qu'on n'a pas l'argent pour ça. Donc, ça, c'est des avantages. En contrepartie, vous avez des inconvénients. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter aux inconvénients. Si vous êtes dauphin, il faut voir les avantages, les inconvénients. Et ensuite, après l'inconvénient, quelles sont les stratégies à mettre en place pour réduire la résistance, peut-être donner une formation à la personne qui ne touche pas ça, pour tous les inconvénients, c'est important de trouver des solutions et impliquer les gens dans ces solutions. Donc, tous les avantages et inconvénients, ça dépend de qu'est-ce que tu as changé. Si on prend un autre changement, vous pouvez me poser n'importe quel changement que vous allez mettre, et on fait un travail de groupe. Ce n'est pas une seule personne qui répond, vous tenez le groupe et dites, maintenant, mesdames et messieurs, qu'on a décidé de faire ça, c'est quoi, qu'est-ce qu'on va gagner? Et toi, tu deviens animatrice, tu écris. Hein, il y a écrit ça. Ben, tu peux écrire toute une page d'avantages. Ensuite, oui, mais c'est quoi le problème alors? Là, ils vont dire d'autres problèmes. Ensuite, vous allez prendre des problèmes. C'est quoi la solution au premier problème? C'est quoi la solution? Mais il faut d'abord prendre énergie par énergie. D'abord, l'énergie positive. Là, on est en intelligence émotionnelle. Pour que tout le monde sorte, qu'est-ce qu'on gagne? Il y a une certaine effervescence d'énergie positive. Ensuite, quels sont les inconvénients? Mais là, il ne faut pas répondre. Il faut que les gens continuent de critiquer. Et toi, tu écris les critiques. Pourquoi les inconvénients? Et ensuite, tu fais un brainstorming. Comment régler ça? Comment améliorer cette situation? Quelle est la solution qu'on peut trouver? D'accord? Bon, j'étais où? Anticipation. Ben, je vais lire dès le début parce que j'ai perdu le...
Salam, bonjour, ravi d'être parmi vous. C'est Salah, il y a une question sur Facebook, Oui. si vous permettez. Avez-vous, toujours de la part de Ahmed Bouzidi, avez-vous un conseil pour les PE, je pense qu'il veut dire les petites équipes, où le dirigeant, entre parenthèses, comment faute, joueur principal, capitaine, chef d'équipe, entraîneur, entre autres. Le chef PE lutte pour la suivre, la survie. Vous avez bien entendu? Si j'ai bien compris, c'est comment faire dans la lutte pour quand on est en mode survie, c'est ça, et pas en mode développement. Exactement, voilà. Oui, ben, ça, c'est plus la conférence passée, on est en crise. Quand on est en crise, on est en mode survie. Quand on est en mode survie, par exemple, si tu prends une entreprise qui est, par exemple, vit des difficultés financières, comment il se comporte, le chef d'entreprise? Il regarde juste la caisse, les liquidités. Et donc, il ne va plus regarder les actifs et tout ça, il va juste voir rentrer d'argent, sortir d'argent. Ça, c'est une gestion de crise. Et je vous conseille de revoir ça. Ça veut dire on crée un comité d'urgence pour pouvoir trouver, d'abord ne pas perdre, comme je disais tout à l'heure, le marché, ne pas perdre l'essentiel et fixer c'est quoi l'essentiel de survie d'abord. Et toutes les réunions de comité de guerre est faite pour ne pas baisser sous ce seuil-là. Ben, c'est sûr que je ne peux pas partir. Ben, je ne sais pas, moi, je vous donne un exemple. Une petite entreprise, par exemple, qui exporte quelque chose, des petites entreprises qui exportent des masques, et puis il n'y en a pas assez beaucoup de chiffre d'affaires. Donc, la première chose, c'est de créer un comité où on intègre le capitaine, puis l'entraîneur, puis tout le monde, pour qu'ils prennent des décisions ensemble et non pas un seul. Et puis, parce que quand il est un seul, les gens ne s'engagent pas. Et puis, ils vont décider quelle est la meilleure façon de ne pas perdre notre client qui est en Espagne, qui achète les masques. Et donc, tout va être fait. Est-il possible maintenant de garder le client italien? Est-il possible de garder le client algérien? Et ainsi de suite. Donc, ils vont faire des choix à un moment donné. Et ce comité-là va essayer de ne pas descendre sous le seuil de viabilité. Ben, tu resteras en période de crise comme ça. C'était l'ancien webinaire. Maintenant, dès que tu rebondis, maintenant, écoute, ça va mieux, il y a plus de confinement. La France a dit que, ben, écoute, ça va aller mieux avec ses fournisseurs. Le transport reprend. Royal Air Maroc reprend le 10 juillet. Ça, je le sais déjà, parce que je vais utiliser ce service-là. Donc, à partir qu'on réfléchit, là, ben, on devient maintenant, on développe la flexibilité. Maintenant, si tu me poses la question, qu'est-ce qu'on fait quand les conditions sont impossibles? Je n'ai pas de réponse. Donc, il ne faut pas non plus aller pousser à l'extrême. Écoute, tout le monde est requin, tout le monde est extrême crise et tout ça. Il y a des situations où il n'y a rien à faire. Je veux le dire, là, franchement, il y a des situations où tu ne peux rien faire. Maintenant, si tu n'as rien fait, il faut avoir le courage de fermer son entreprise. C'est extrême. Mais maintenant, je ne vous le souhaite pas. C'est pour ça que ce que je vous demande, est-ce que la situation, d'après votre calcul, est-ce que tout le monde a mis sa force pour pouvoir gérer la situation? Est-ce que j'ai impliqué toutes les personnes? Est-ce que je me suis remis, moi, en cause pour développer une solution? Si la réponse est oui à tout ça, oui, il est possible de s'en sortir. Fixer le seuil de viabilité, des situations d'urgence, un comité d'urgence pour nous sortir de là, puis développer une stratégie de flexibilité face à tout ça. Mais je pense peut-être que ça demandera une discussion à part parce que la situation dont parle monsieur est très critique. Peut-être que je ne mesure pas ça à sa juste valeur, mais peut-être que ce sera l'occasion d'en discuter, mais à part. Parce que si je comprends bien, M. Dreyf, la situation est vraiment pour monsieur très critique. Hein? Donc, entourage de requins partout, puis c'est difficile, puis on n'arrive pas à s'en sortir.
Effectivement, elle voulait dire par PE, c'est les petites entreprises. Hein. Il y a aussi une autre question de Abdelrahman Aït Saïd. Est-ce que le fait de ne pas avoir mis en place les valeurs au sein de son entreprise veut dire l'échec, quel que soit le changement? C'est important de mettre des valeurs, mais jusqu'à l'échec, je ne dirais pas jusque-là, parce que la majorité des entreprises que je visite, ils ont une charte de valeurs qui est théorique. Je vais voir des entreprises et j'ouvre le manuel de la qualité, je vois qu'ils ont écrit des valeurs. Qui vous a écrit ces valeurs? Un consultant. Qui est au courant de ces valeurs? Personne. Donc, est-ce que ça a vraiment de l'importance? Non. Donc, malheureusement, qu'est-ce qu'on trouve? Moi, je pense qu'il y a deux systèmes. Un système d'objectifs de management. Ça, c'est le but, l'objectif, gestion des objectifs, tableau de bord. Ça, c'est des chiffres. Il y a un autre système, culture d'entreprise. Pour la culture de l'entreprise, on doit fixer les valeurs d'entreprise et fixer les comportements reliés à ces valeurs-là pour pouvoir vraiment passer. Donc, on me demande souvent aussi, quand on a des valeurs mais qui ne sont pas réelles, personne ne les lit. Alors, faites-nous une consultation pour connaître les vraies valeurs d'entreprise. Et puis, c'est quoi la compréhension des valeurs? Parce que quand tu dis respect, ça veut dire quoi respect? Est-ce que tu respectes les délais? Est-ce que les gens se respectent entre eux? Est-ce qu'on respecte les clients? Donc, c'est important d'abord que les mots aient un sens. Ensuite, quels sont les comportements reliés à ça? Et c'est important qu'il y ait un petit manuel à faire, à ne pas faire. Là, tu as un système culturel documenté. Maintenant, pour revenir à la question, est-ce que sans ça, l'entreprise est vouée à l'échec? Non, malheureusement. Malheureusement, peut-être heureusement pour eux, parce que sa vie, il y a des gens qui vivent encore sans vraiment développer la culture d'entreprise avec une autorité un peu directive, puis un leadership du XXe siècle, pas du XXIe siècle. Donc, pas forcément l'échec, mais il aurait pu être mieux et meilleur. Oui. Merci, cher Salah, pour ce éclaircissement. Il y a aussi, je pense, une autre question de Mustafa d'affaires. Il est préférable de ne pas afficher les valeurs de l'entreprise que de les avoir et les transgresser. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire. Alors, il est préférable. Je pense que je comprends. Il dit, si tu vas les transgresser, il vaut mieux ne pas les écrire. C'est peut-être dans ce sens-là. Je pense. Ça veut dire, ils disent, les gens qui écrivent des valeurs, mais ils ne les respectent pas, il vaut mieux qu'ils ne les écrivent pas. C'est peut-être ça que je comprends que... c'est vrai, qu'il vaut mieux écrire des valeurs qui sont partagées par tout le monde et par conséquent, qui vont dicter une certaine culture de l'entreprise. Oui? Je pense que c'est tout ce qu'on a comme question pour le moment. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir ou rebondir ce qui a exposé notre cher Salah. Hein. Bon, je vais parcourir vite le chat. Bonjour, d'autant plus que Pékin, une nouvelle vague vient de démarrer, donc il vaut mieux être préparé. Pour moi, tout va bien, c'est clair. Merci pour votre réponse. Bravo d'intégrer l'école dans votre réflexion. Merci. J'ai beaucoup aimé votre participation pour inculquer aux jeunes la culture d'évolution dans un monde de perpétuel changement. Merci. D'abord, merci beaucoup. Ma question est quels sont les inconvénients et les avantages? Ça, on a répondu, je pense. Asma, pour les ateliers de réflexion, le focus group pour le changement, notamment la réception des besoins et des attentes des clients, d'inviter, oui, il y a des entreprises qui vont amener ce qu'ils appellent un représentant de la clientèle. Ça veut dire, au moins, s'il y a un client important. Par exemple, il y a des gens qui ont 40% du chiffre d'affaires avec un seul client. Tu ne peux pas agir sans lui, ce client-là. Donc, il doit avoir l'acheteur chez eux, qui est la personne avec qui tu deals, tu fais des affaires souvent. C'est important de les intégrer. Et d'ailleurs, quand la résistance est au changement et les clients n'accepteront jamais ça, c'est la meilleure remède. C'est dire, écoute, le client est avec nous. Il y a des clients qui sont avec nous et ils disent qu'ils aiment le produit après changement. Et donc, ils vont même l'acheter plus cher. Ça, c'était Asma. Maintenant, M. Le fait de s'arrêter et de se poser les bonnes questions est une bonne pratique. Webinaire très clair et didactique. Merci à tous. Merci. Exactement. Merci. Karima.
Elle dit exactement, merci infiniment pour votre éclaircissement. Voilà. Ben, je pense. Oui. Il y a une question déjà sur Facebook aussi, c'est de la part de C. Mohamed Bouatan. Il dit que l'adhésion aux valeurs nécessite une formation et de la persévérance. Comment faire pour assurer la continuation de cette adhésion? Voilà. Ben, d'abord, j'irai plus que ça. C'est Mohamed, c'est son nom. Hein? C'est Mohamed, yes. C'est Mohamed, j'irai plus que l'adhésion, j'irai à l'implication et une consultation du personnel pour définir quelles sont les valeurs qui les représentent le mieux. Donc, il faudrait que ce soit leurs valeurs, parce que ça va les engager. Parce qu'ils seront engagés dans les chiffres des objectifs, mais ils sont engagés dans les comportements qui sont reliés aux valeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire organiser carrément pour le personnel. Je l'ai vu même pour des très grandes entreprises mondiales. Donc, on fait une consultation pour définir quels sont les mots qui leur représentent les mieux. On peut leur donner plusieurs. Et puis, la compréhension de chaque mot. Par exemple, le mot, je reviens encore, respect. Respect, tu prends les ayants droit d'une entreprise, clientèle, actionnaire, tous les clients, actionnaires, employés, tout ça. Ils ont tous leur définition du mot respect. Donc, le mettre en place tous ensemble et l'expliquer dans un document. Et puis, quels sont par exemple, pour les actionnaires ou pour la direction, ça peut être, par exemple, la solidarité. Et c'est important qu'on soit solidaire entre nous. Quand on a pris une décision, on reste solidaire. On ne va pas dire à la sortie de la décision, ah, moi, je n'ai pas voté pour ça, c'était minoritaire, tout le monde voulait faire ça, mais moi, je ne voulais pas. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est un comportement inacceptable. Donc, écrire, c'est quoi les comportements acceptables de la solidarité et c'est quoi les comportements inacceptables. Donc, c'est la seule partie de gestion qui n'a pas de chiffres. Il y a juste des comportements. Donc, ça s'appelle une charte comportementale qui commence par une charte de valeurs. C'est de plus en plus fréquent, mais dans les grandes entreprises seulement, mais il est possible de le faire aussi pour une petite entreprise. Donc, engager le personnel, pas juste une adhésion parce qu'il est au courant, c'est rare ça. Quand il est déjà fait, il est au courant, mais ça ne l'engage pas beaucoup. Mais quand il participe, c'est beaucoup mieux. C'est Mohamed. Merci. Merci, c'est Salah, pour votre réponse. Il y a aussi une autre question de M. Mustafa Dafer. Comment renforcer l'engagement des collaborateurs et le maintenir dans la durée? La meilleure chose pour engager, c'est de ne pas donner des réponses, mais de poser des questions. Les amener, eux, ça se passe souvent comme ça. C'est que moi, je suis chef d'entreprise, je me pense expert et je connais ce qui se passe dans le monde. Et c'est pour ça que je veux dire, on va faire tel changement. Les gens, d'habitude, quand moi, je suis instructeur ou expert, il y a toujours une résistance en face. Et ça, c'est un type de leadership directif. Il n'est pas très engageant. Qui sera plus engageant si je prends une attitude, voilà la situation, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et là, je peux les amener, eux, à amener des stratégies, à amener des changements. Ça, c'est beaucoup plus dans l'implication et la responsabilisation. Les exemples sont énormes là-dedans. Parfois, dans la même entreprise, même réunion, tu changes d'attitude, tu poses des questions, les gens sont beaucoup plus impliqués que quand tu leur donnes des recettes faciles. Tu as peut-être raison, tu es techniquement plus doué, plus connaisseur et tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps, tu perds la motivation. C'est une balance. Si tu veux donner des recettes faciles vite, les gens ne vont pas suivre parce qu'ils n'ont pas la même compréhension que toi, ils n'ont pas la même vitesse d'assimilation et donc ils vont avoir peur et ça va apparaître par des résistances. Par contre, investis dans le temps de les impliquer, pose des questions, puis des focus group, des brainstorming, et puis amène-les à avoir la même réflexion que toi. Ce n'est pas de la manipulation. Mais d'habitude, si tu te redonnes l'espace, ils vont avoir les mêmes réflexes que toi parce qu'ils veulent du bien de l'entreprise. Il faut juste amener ça comme des avantages pour tout le monde et non pas seulement pour toi. Merci. Merci. Merci, Salah. Il y a encore Ahmed Bouzidi. Merci pour d'ailleurs ces 3 ou 4 questions. Il dit, Ahmed, êtes-vous d'accord sur les 3 étapes de conduite de changement? Point. Les gens ont perdu les valeurs et confondent modernité et
Empronité. ما قلتهاش مزيان je pense. Le Alors, dernier mot, c'est quoi? Contemporanéité. Ben, si je comprends bien, les gens, est-ce que les gens changent parce qu'ils ont perdu les valeurs? Ils ont perdu leur qualité? Euh, Pas toujours. Pas toujours, c'est Ahmed. Les gens résistent même s'ils sont très bons. Ils résistent parce qu'ils ont peur. Ça veut dire, les gens qui résistent ne sont pas forcément méchants ou mauvais ou ils ont perdu leur valeur. C'est pas ça. Tu peux avoir des personnes très engagées avec toi, mais parce que moi, je n'ai pas bien expliqué, ils résistent. Et d'ailleurs, moi, je présume toujours de leur bonne foi. Et je présume toujours et c'est pour ça que quand je vais poser des questions, ils vont me dire, bien sûr, quelles sont les critiques, ils vont me sortir les critiques de bonne foi, et on va trouver des solutions à ces critiques. Mais est-ce qu'ils ont perdu les valeurs? Ça se peut. Ça se peut qu'ils ont perdu des valeurs. Possible. Mais ce que je veux vous dire, ce n'est pas forcément qu'ils sont mauvais, ils résistent parce qu'ils sont mauvais, ils peuvent résister parce que c'est ma faute à moi, je n'ai pas su expliquer le changement. La plupart du temps, c'est comme ça, et c'est pour ça qu'on en fait une spécialité. Si c'était évident, on ne l'aurait pas fait. Et là, on dit à quel point c'est important de ramener les gens, d'avoir des agents de changement, de faire un diagnostic de résistance et tout ça. Là, il a bien expliqué contemporanéité, ça veut dire contemporanéité, ok. Contemporain. entre moderne et contemporain. Ouais. Merci, Ahmed. Merci. Moi, c'est tout ce que j'ai actuellement pour les questions. Attends, je vais voir juste l'échange sur Zoom. Alors, c'est Mohamed, il dit la résistance vient très souvent des sentiments de peur et de déficit de communication. Oui, absolument. Ben, on est d'accord. Ça veut dire que ce n'est pas des méchants qui résistent. Ce n'est pas des personnes négatives, mais ils ont peur. Ils ont raison. Si toi, Cédric, vous avez tout le temps travaillé dans écrit, vous n'avez jamais touché un ordinateur, et que, c'est sûr que vous allez résister. Pourquoi ça? Je vois que vous êtes très bien avec l'ordinateur, ce n'est pas votre cas. Mais imaginons des personnes qui ont pris l'habitude de faire des choses, c'est normal qu'ils résistent. Donc, il ne faut pas prendre ça pour une maladie, mais pour une responsabilité partagée d'avancer, de faire avancer les choses. Et c'est une adresse et une habileté qu'on développe. Merci beaucoup, c'est Salah. C'était vraiment constructif, c'était riche, comme d'habitude. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment. Merci encore d'avoir répondu présent pour contribuer au sein du club des dirigeants. Moi, j'aimerais bien que, dans le mot de la fin, quelques ingrédients pour encourager et aussi motiver les entrepreneurs là où ils sont, dans le monde entier. Après ce Covid, qu'est-ce qu'ils vont faire demain, par exemple, aujourd'hui? D'abord, moi aussi, je suis très content et je m'excuse encore pour le retard de la dernière fois, puis le report. C'était c'est un mauvais calcul de ma part. Maintenant, écoutez, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, on est des pays de nature résilients. Donc, on va toujours résister. À chaque fois qu'on dit qu'on va sombrer, on va tomber dans un problème, on arrive toujours à s'en sortir. Maintenant, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir nous adapter le plus possible en améliorant les compétences, les nouvelles compétences, en améliorant aussi l'école, en améliorant aussi nos attitudes. Et, ce que j'aimerais, c'est que chacun se pose la question, à chaque fois qu'il se trouve dans une situation difficile, est-ce que c'est la faute, c'est quoi le pourcentage que c'est la faute des autres? Et moi, qu'est-ce que je peux changer en moi? Donc, le vrai changement s'opère en nous, avoir le courage de dire, écoute, c'est une situation difficile, mais moi, là, je suis proactif, je ne veux pas être dans le rôle de victime. C'est quoi que je peux changer? C'est quoi la nouvelle compétence que je devrais apprendre? Et le nouveau comportement à apprendre. Donc, restez toujours, on est tenu de rester toujours dans l'innovation, on est toujours dans la créativité. On va, bien sûr, bien nous en sortir de tout ça, on va sortir bien renforcés. Et je pense que nos pays se trouveront bien mieux avec cette globalisation, cette mondialisation qu'avant ça,
On est dans un monde de frontières, on est dans un monde de politique, et je pense que ces changements-là vont ouvrir un peu l'économie, ça va ouvrir un peu les relations, les partenariats, parce que c'est un mouvement qu'on ne peut pas arrêter. Ce n'est pas un politique ou deux, ou je sais pas moi, un parti, comme on appelle ça, les partis de racistes ou des partis comme ça qui vont empêcher les gens de travailler ensemble. Donc, pour moi, c'est une opportunité et c'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Et je pense qu'on devrait déjà planifier une troisième apparition dans votre club. Merci beaucoup. Monsieur Salah, je ne sais pas, Oui. merci beaucoup d'abord. Je ne sais pas si vous pouvez prendre une dernière question de Mustafa Dafer. Oui. Alors, il dit, est-il moderne de puiser, est-il moderne de puiser dans ses traditions et de manière générale de son contexte socio-culturel pour trouver les forces du changement? Je ne vois aucun mal. Moi, écoute, je suis fier de mes racines, et vous aussi. Donc, dans nos traditions, il y a bien de belles choses. Maintenant, tout le monde revient, ce qu'on appelle les produits, au lieu d'aller à la pharmacie, reviennent aux herbes naturelles, puis à la cuisine naturelle, puis tout ce qui est biologique. Donc oui, moi, je pense que peut-être la solution viendra de là. On a aussi dans notre histoire beaucoup de bonnes choses. Donc, la modernité n'est pas une solution. Ce n'est pas la solution, la modernité. C'est toujours la solution est dans, on va dire, l'ouverture. Il faut aller chercher l'écoute, la qualité de communication. Et on a dans notre histoire beaucoup de situations de très bons communicateurs, que ce soit l'histoire religieuse, l'histoire nationale ou l'histoire, peu importe, civilisationnelle de tout le monde. On a un très bel exemple d'un très bon leadership, de comportement très bon. Mais je ne vois aucun inconvénient, au contraire. Si on a quelque chose à aller trouver là-dedans qui peut aller renforcer nos ailes, parce qu'on a des racines et des ailes. Les racines, c'est notre passé, c'est là que nous allons tirer notre légitimité, notre force, notre confiance en nous. Mais on développe aussi des ailes, ça c'est les ailes de modernité pour aller chercher une mobilité et tout ça. C'est sûr que maintenant, le monde est plus complexe qu'avant. Et par conséquent, on a besoin toujours d'adapter les choses. Mais parfois, une idée, elle nous vient de notre histoire. Et puis, elle nous alimente. Et puis, elle vient nous renforcer. Ben oui, j'ai aucun problème avec ça. Je pense qu'on est arrivé à la fin. Merci encore une fois, Si Salah. Donc, c'était riche, vraiment, et constructif. Et je vous donne rendez-vous peut-être très, très bientôt pour un autre webinaire, si Oui. votre agenda le permettra, Inch'Allah. Juste une petite chose, vous pouvez suivre mes publications, mais dans Salah Shrayet, la page, c'est une page Facebook, où j'ai beaucoup de fans qui peuvent aller regarder, ben, mettre juste j'aime. Ça me fera plaisir de vous compter parmi les gens qui suivent mes activités, mes vidéos. Ça me fera grand plaisir pour tout le monde. Il n'y a pas de limite sur la page Facebook. Salah Shrayet, la page. Parce qu'il y a Salah Shrayet, ça c'est le privé. Et Salah Shrayet, la page, c'est ouvert à tout le monde aussi. Merci. J'ai reçu déjà ce matin, il y avait quelqu'un qui m'a demandé votre téléphone. D'ailleurs, je lui ai communiqué votre téléphone sans prendre votre consentement. J'espère que je n'ai pas c'est le but. C'est le but. C'est de donner mon téléphone. Et puis, le monsieur m'a fait une belle proposition d'affaires et j'en suis content. Et merci à vous. Merci à vous aussi. Effectivement, on est dans un club de business, de networking, de réseautage et pour booster nos business et nos affaires. Et ce que je veux dire, c'est que je ne donnais pas seulement pour ceux en affaires. Par exemple, si vous avez des personnes qui ont besoin d'aide d'une association, une conférence, quelque chose comme ça, je suis toujours ouvert. Moi, je le fais toujours. Ce n'est pas juste quand il y a de l'argent là-dedans. Je suis ouvert à tout. Il y a Mustafa Dafer qui demande le lien vers la page Facebook de Si Salah. C'est Salah Shrayet, tel que mon nom est écrit là.
tirer la page. La page, Avec voilà, ma photo. exactement. Ouais. Voilà, Donc, vous avez quelque chose à nous dire, cher Salah? non, ben, merci beaucoup. Ben, écoutez, j'ai eu beaucoup de plaisir d'être avec vous. Et puis, donc, à la prochaine. À la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup encore une fois. Merci, chère audience. Merci les participants sur Zoom et aussi sur Facebook. Et je vous donne rendez-vous très, très bientôt. Je pense ce soir à 20h avec M. Hassan Alaoui. À tout à l'heure. Merci. Merci, au revoir.